Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Toumoua, Nswadi Kimbazi, révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Mbote les Olapangi, Mbote, bienvenue à vous, bienvenue à ceux qui sont déjà connectés sur la plateforme de la tradition Congo. Mbote, aujourd'hui avec moi Ngaoli. Mbote Ngaoli, bienvenue à toi. Beauté, maman. Beauté, maman. Beauté à tous les Olampangui. Beauté à tous ceux qui vont nous écouter en direct et en différé. C'est un immense plaisir pour moi d'être là parmi vous. Matondo. Matondo, maman. Matondo à toi. Ah oui, au nom de la source divine unie comme Maman Wandombe, Matondo, à vous d'être présents ici, à tous ceux qui sont déjà là, à tous ceux qui vont nous écouter et en différé, comme d'habitude. Aujourd'hui, nous sommes en ligne pour notre série Malongi. Oui, la semaine dernière, vu que la tradition Congo avait repris les cours, nous n'avons pas pu être en ligne tous les jours et à partir de cette semaine, en fait de la semaine dernière et puis les semaines qui vont suivre, le programme va être le programme de diffusion va être enrichi. Il y aura d'autres programmes qui auront lieu à partir de la semaine prochaine, lundi. On aura un programme qui ne sera pas Malongi, nous aurons Malongi le mardi. Mais le lundi, le mercredi et le jeudi, nous aurons d'autres programmes qui vont être présentés. Et vous savez, nous avons été en ligne depuis mi-juillet où la série Malongi a débuté, 2 mois durant jusqu'à mi-septembre, où quotidiennement, notre Toumoua nous a nourris de plein de connaissances, il nous a réveillés sur certains thèmes. Nous avons commencé, vous vous rappelez, avec la sorcellerie, le mécanisme occulte et le contrôle mental subtil, la sorcellerie et les attaques. Après, nous avons traité tellement de thèmes, il y a tellement de thèmes qui ont été traités. J'espère que vous avez eu le temps, vous avez le temps de temps en temps d'aller réécouter
et revisiter pour obtenir. Il y a eu beaucoup de techniques qui ont été partagées. Et vraiment, c'est le bonheur. Pendant les vacances, nous avons été nourris, hein, nourris quotidiennement des enseignements, des pratiques. Nous avons, et, en fait, on nous a pointé du doigt beaucoup de choses que nous vivons dans le quotidien. Et maintenant, le semestre a commencé à l'école. Donc, la semaine dernière, il y a eu le début des cours, déjà avec le lancement du KIMPV, où les portes ont été ouvertes pour ceux qui ont commencé les initiations dans le domaine Kinkoko, Ngataki et Kimbazi. Et aussi, il y a eu les cours qui ont repris avec le Kisinsu, la géométrie sacrée. Ah là, c'est le bonheur. En fait, c'est multidimensionnel ce que nous apprenons. Et il y a eu le leadership partie 2 qui a aussi commencé. Et enfin, nous avons commencé avec le Kimwama, l'enrichissement. À ça, nous avons été édifiés. En fait, on nous a présenté pourquoi nos ancêtres, en fait, pourquoi la tradition, en fait, les pratiques de nos traditions avaient beaucoup plus lieu au bord du lac. Au bord du fleuve? Qu'est-ce que le fleuve? En fait, c'est quoi l'importance du fleuve dans notre tradition et dans l'enrichissement? À ça, en fait, c'est des cours, il faut les vivre, il faut en fait avoir accès pour comprendre pourquoi aujourd'hui nous vivons ce que nous vivons sur le continent. Pourquoi est-ce que nous vivons en fait pourquoi ce qui se passe aujourd'hui, il faut le comprendre. Et tout moi nous l'a rappelé dans la deuxième partie du retour à l'âme, parce qu'aujourd'hui, nous allons avoir accès à la troisième partie de la série Le Retour de l'âme. Et dans la deuxième partie, il nous a fait comprendre en fait qu'il faut connaître notre histoire, connaître qui on est pour pouvoir changer, pour pouvoir transmuter notre vie. Si on ne connaît pas son histoire, si on ne connaît pas la vraie histoire, parce qu'en fait, ce que les autres nous racontent, est-ce que c'est ça notre histoire, hein? Donc, il faut vraiment chercher à savoir ce qu'est notre histoire, en fait. Ngaoli, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui t'a marqué justement dans la dernière série, la partie 2 du Retour de l'âme? Je vais commencer déjà par dire Matondo parce que vraiment tous les sujets sont édifiants. Mais ce sujet-ci, vraiment, il a touché du doigt quelque chose qui me touche jusque l'âme, quoi. Je pense que ça touche beaucoup de personnes, beaucoup de Bangui. Lorsqu'on revient, qu'on retourne à son histoire, c'est vraiment tellement fascinant. On redécouvre ses ancêtres. Même la fierté perdue de ses ancêtres, on les retrouve. Mais ici, je n'avais pas vraiment retrouvé la dimension spirituelle de voir à quel point il nous explique comment, quand on est déconnecté, quand on n'a pas notre histoire, on est déconnecté de nos ancêtres. On peut même rater sa mission de vie à être connecté à l'histoire des autres. C'est dire, on a du travail, quoi. Moi, je pense que j'ai tellement de choses à dire pour cette thématique-là parce que vraiment, personnellement, ça m'a beaucoup chamboulé au lycée, vivre l'histoire des autres, toujours recevoir les merveilles, les progrès technologiques, c'est toujours les autres. Et nous, on nous raconte toujours nos faiblesses, les moments où on est tombé. Naturellement, même intellectuellement, un enfant à qui on raconte les faiblesses de ses ancêtres, il se sent même quelque part, il est même un peu déçu. Il n'est pas fier de ses ancêtres. On nous déconnecte par tous les moyens, on nous déconnecte de nos ancêtres et on se rend pas compte de vraiment la gravité de ce que ça crée dans notre peuple. Donc vraiment cette thématique, sincèrement, elle est tellement importante pour notre peuple, bien sûr tous les autres, hein, mais cette thématique, sincèrement, pour moi, elle est très profonde et on a vraiment encore beaucoup de boulot pour pouvoir rebâtir notre peuple. Parce que jusqu'aujourd'hui, sur le continent, c'est toujours ça qu'on nous enseigne.
Ah oui, ah oui. Dans les écoles, les livres d'histoire, c'est l'histoire que les autres nous imposent. Et je Les sais, autres. oui, au Cameroun, il y a un patriarche qui s'est battu pour introduire en troisième un nouveau livre au Cameroun, un nouveau livre qui parle seulement de la tradition Congo. Et ces genres de gestes, faut l'encourager. Donc, je crois que sans plus perdre de temps, nous invitons notre Toumois à venir nous donner, comme d'habitude, nous nourrir des enseignements pour la troisième partie. Mbote à toi, papa. Mbote Ngasimo, Mbote Ngaoli, c'est le bonheur. Papa. Le bonheur d'être là ce matin. Comme vous le constatez, nous sommes dans la dernière partie de cette thématique. Et je tenais donc à remercier la source divine unique, Mama Ndombi, de sa grâce, de ses bénédictions, puisque, comme vous le constatez, les choses ça avance avec détermination. Et je suis très content de constater que beaucoup de Mpangé prennent conscience des enjeux, beaucoup apprennent, et ça fait du bien. Ça fait du bien de constater notre famille s'agrandir et constater que la rigueur, la détermination et la discipline s'installent. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous allons terminer avec le retour de l'âme, cette dernière partie de cet épisode. Donc, je suis très content d'être là avec Ngassimo et Ngaoli, Matondo, à tous les Pangui qui sont avec nous, hein, qui vont être en ligne tout à l'heure et ceux qui seront différés. Matondo à tout le monde. Kéléba pour nous accompagne, Maman Simo, sans tarder. Donc, je m'aimerais partager mon PowerPoint multidimensionnel pour qu'on puisse avancer avec cette thématique. Matondo, mamie. Matondo, papa, nous te laissons le plateau. Merci, maman. Très bien. Voilà, donc, Champangui, Mbot à vous, hein, Mbot à tout le monde. C'est votre Ntoumouane, soit dit Kimbazi, au poste. Alors, Mpangui, aujourd'hui est une journée spéciale puisque j'aimerais vous aborder la dernière partie de l'épisode concernant le retour de l'âme, c'est-à-dire comment réparer les fissures de l'être après une attaque occulte. Il est clair que beaucoup de choses demandent l'initiation, ça demande d'avoir des techniques, ça demande à faire un cheminement sur soi. Vous avez vu que dans cette partie, et Maman Simo Inga Oli l'ont rappelé tout à l'heure, je vous ai parlé de l'histoire, de la conscience historique, le fait de pouvoir savoir d'où on vient, le fait de pouvoir savoir qu'est-ce que les ancêtres ont fait. Et ce que j'ai intégré dans cette partie, c'est le fait de vous dire tout simplement que une personne qui n'a pas la conscience historique est livré aux forces de l'astral. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas la conscience historique des Mpangi, des aînés qui ont vécu avant lui, parce que le corps dont tu disposes, le corps que tu as aujourd'hui chez Mpangi, est un cadeau des anciens. Ton père et ta mère ont fusionné leur patrimoine génétique, mais leur patrimoine génétique vient de leurs ancêtres. Que ce soit du père et de la mère de ton père ou du père de la mère de ta mère. Vous voyez qu'en effet, nous sommes l'émanation d'une combinaison complexe des chromosomes issus de nos parents des deux lignées. Donc, en fait, dans le patrimoine énergétique, génétique, il y a, cher Zolampangui, les émotions, il y a les informations canalisées épigénétiquement par nos ancêtres. Nous sommes donc ce produit. Ce qui veut dire que lorsque tu viens sur la Terre et que tu ne t'intéresses pas à l'histoire de ton peuple, lorsque tu viens sur la Terre, que tu ne t'intéresses pas à l'histoire de la famille dans laquelle tu t'es incarné, je ne te parle pas de l'histoire de 50 ans. Je ne te parle pas de l'histoire de 500 ans. Je te parle de 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 10 000 ans d'histoire. Des grandes lignes, des grandes figures, des prototypes, chers Zolampangi, qui ont marqué la lignée dans laquelle tu t'es retrouvé. Parce qu'une fois que tu connais ton histoire, cher Zolampangi, tu actives en toi leur potentialité. Et tu fais endormir en toi leur négativité, cher Zolampangi, leur potentialité négative. C'est pour cela que il est important, en effet, de savoir qu'est-ce qu'il faut activer.
dans ton patrimoine génétique, dans la base de données. Sinon, ce sont les autres qui vont activer en toi des choses parfois que toi, tu ne veux pas activer. Les autres vont te parler de l'histoire vue par leur prisme, et cela va impacter de manière icéphétique, métatronique, démoniaque, ta structure bioénergétique. Chers Zolampangi, nous sommes des êtres multidimensionnels. Mais il est très important de comprendre que la conscience historique est la base de toute chose. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de spiritualité et que je vous explique, par exemple, les 9 Mabundo autour de Ntino, les 9 guides Congo autour de Ntino Ambanza Congo en Angola, et que vous comprenez à travers le Kimuntu que ces 9 consciences étaient des 9 lignées cosmiques incarnées dans des véhicules biologiques. C'est-à-dire que dans la tradition Congo, autour d'une Ntino, autour de la reine, autour de l'abeille, il y avait donc 9 prêtres, 9 conseillers, 9 initiés de haut rang qui représentaient l'ordre suprême. Parce qu'en effet, dans la tradition, il y a les 9 grandes lignées qui s'incarnaient depuis l'utérus de leur mère comme étant des futurs corps adaptés pour recevoir les lignées en question. 9. Si tu ne connais pas l'histoire Congo, tu ne sauras pas qu'il y avait 9 consciences autour du Ntino. Si tu ne connais pas l'histoire Congo, tu ne sauras pas le rôle du Nzadi dans la tradition. Si tu ne connais pas l'histoire Congo, tu ne sauras pas pourquoi et comment nous avons migré de Ekipata, de l'Égypte, de Ngipiti, au Soudan, au Basundi, ont migré jusqu'au cœur de Mbanza Congo, en Angola. Tu ne sauras pas qui est mort en route, tu ne sauras pas qui a fait Mbemba Zulu pour nous guider pendant ces années de malheur jusqu'au cœur de Mbanza Congo. On va vous raconter l'histoire d'un peuple qui a traversé un désert et qui s'est retrouvé, soi-disant, à construire, à recevoir des lois. Vous comprenez? Mais si vous connaissez votre histoire, vous saurez qu'on vous ment. Vous allez vous dire, mais c'est nous qui avons traversé le désert de Sahara. C'est nous qui avons traversé jusqu'à Mbanza Congo en Angola, où coule le lait et le miel. Et vous voyez bien qu'en Angola, chers Zonapangi, au Congo d'Entotila, il coule le lait et le miel. On est d'accord? Bon, ce qui veut dire que lorsque tu connais ton histoire, quelqu'un d'autre ne peut plus venir te dire, oui, mais tu sais, nous avons traversé un désert, nous avons reçu des lois, nous sommes arrivés au paradis. Et pourtant, leur paradis est désertique. Votre paradis est dans la forêt. Il y a le fleuve Congo. Il y a des richesses, jusqu'aujourd'hui convoitées par l'humanité. On ne peut pas avoir un téléphone portable sans le Congo. Donc, vous voyez, chers Zonampangui, nous sommes dans une posture complexe. Celui qui ne connaît pas l'histoire de son peuple est un être qui n'a pas de racines, un être perdu dans le Nza. C'est la même chose dans le monde spirituel, dans le monde des esprits. L'ignorance de la tradition dans laquelle tu te trouves, l'ignorance de la lignée dans laquelle tu t'es incarné, te livre, chers Zonampangui, sur un terrain de bataille dont tu ne disposes pas des outils. Parce que tu ignores comment eux ils faisaient. Tu ne connais pas l'histoire des Menjoula. Tu ne connais pas l'histoire du Mpini. Tu ne connais pas l'histoire de Makubungu. Tu ne connais pas l'histoire, chers Zonampangui, du Longo. Pourquoi on se marie dans la tradition Congo? On devrait penser qu'on se marie parce que l'homme et la femme... Non, 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 non. Il y a une cosmogonie Congo qui explique le pourquoi du Longo. Vous voyez? Le fait de savoir que Mawungu, le fait de savoir, cher Zonampangui, ce qui s'est passé dans l'histoire cosmogonique de la tradition, tu sauras pourquoi les anciens établis le Longo terrestre. Donc, Mpangui, il faut revenir à ton âme. Tu ne peux pas continuer à fonctionner avec des idées extérieures sans se connaître toi-même. Vous allez me poser la question, mais quelle histoire? Quelle version de l'histoire? Et je vous l'avais déjà dit, la version des anciens. Dans Zonampangui, il faut que le lion raconte sa propre histoire, hein, d'accord? Tu peux pas laisser le chasseur raconter l'histoire du lion. Lorsque le chasseur tue le lion dans la savane, le chasseur n'est pas informé que le lion a une femme et des enfants. Est-ce que le chasseur est informé de la relation entre le lion et son deuxième fils et sa quatrième fille? Non. Le chasseur a battu le lion. Pour lui, il est le chef, il a battu le lion. Mais le lion a une famille. Le lion a eu de périodes de succès, puisque en effet, le lion n'est pas guerrier pour rien. On l'a battu à un moment donné, mais il a vécu des histoires. Et le lion est né parce qu'il a eu son père et sa mère. Et si tu ne connais pas l'histoire des lions,
tu ne pourras pas rebondir et reconstruire la civilisation des lions. Il faut donc connaître, mais pour connaître, il faut faire un retour à ton âme. Il faut que tu reviennes. Il faut que tu te centres sur toi. C'est ce que je voulais vous dire la fois dernière. C'est ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Il faut un paradigme. C'est-à-dire, il faut que tu analyses le Nza avec les outils de ta propre tradition. Vous savez, quand vous arrivez au Japon, j'aime prendre cet exemple, ils sont asiatiques, mais la manière dont les Japonais analysent l'univers, le monde, ce n'est pas de la même manière que les Chinois analysent le même monde. Bon, déjà, ils ne s'entendent pas. Mais ce n'est pas de la même manière qu'ils analysent la réalité. Le rouge, pour toi, peut-être est mauvais, mais pour un Chinois, le rouge, c'est le rouge. Le blanc en Occident, c'est quelque chose de pureté. Vous savez, lorsque on fait un mariage en Occident, on s'habille en blanc. Mais cher Zolapani, lorsqu'un mariage en Chine, au Japon, par exemple, on s'habille en majorité en noir. Lorsqu'on fait un mariage de la tradition Congo primordiale, à l'époque des anciens, on s'habillait en noir. Et pourtant, l'Occident s'habille en blanc. Le blanc, chez nous, dans la tradition Congo, cher Zolapangui, c'est le vêtement que l'on porte pour les deuils. Les vêtements que l'on porte, cher Zolapangui, dans le culte de Ngaloufwa, le maître de la mort. C'est le vêtement pour enterrer une personne. Et pourtant, chez les autres, c'est pour la fête. Les eux, le noir, c'est le vêtement du deuil. Ce n'est pas parce que l'autre a le noir comme vêtement du deuil que toi, incarné au sein d'une tradition, ne comprenant pas les lois et les principes de cette tradition, tu dois copier ce que l'autre fait. Parce que l'autre a une histoire. L'autre porte le blanc parce qu'il y a eu une histoire. Il y a eu une falsification historique. Ce n'est pas un problème, c'est leur histoire. Parce qu'il n'y a pas d'hasard dans le Nza. Il n'y a pas d'hasard dans le Nza. Certains me disent, oui, mais parce qu'il y a eu falsification. Oui, c'est parce qu'il y a eu falsification, mais parce que fallait qu'il puisse avoir falsification. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui se produit dans le Nza qui n'est pas dans l'équation géomathématique du Nza. La posture dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est une posture, cher Zolapangui, qui est dans le Nza. Nous étions un peu plus puissants, nous avons bâti des civilisations, nous avons battu le Soudan des anciens, l'Éthiopie, et nous sommes devenus esclaves parce que nous avons perdu une bataille, parce que la guerre continue. Et il faut maintenant renaître des cendres. Mais pour ce faire, il faut le retour à l'âme. Et pour revenir à l'âme, la première des choses, c'est la capacité d'étudier, cher Zolapangui, dans tous les domaines de notre tradition, l'histoire de ces domaines, l'histoire des forgerons d'Afrique, l'histoire des cultivateurs d'Afrique, l'histoire, cher Zolapangui, des Nganga, des initiés d'Afrique, l'histoire de l'éducation des filles d'Afrique, l'histoire, cher Zolapangui, de la manière dont les anciens s'embrassaient. Parce que vous serez étonné, même la manière que nous, on fait l'amour, ce n'est pas de la manière dont les autres font l'amour. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est l'hybridation coloniale. Nous sommes devenus des hybrides iséphétiques, métatroniques, démoniaques. Celui qui a un téléphone portable convainc celui qui est dans le naturel que le naturel n'est pas bon. C'est ça l'aliénation de notre réalité. On est arrivé dans une réalité où certaines personnes, chers Zolapangui, se défrisent des cheveux parce qu'ils veulent avoir les cheveux du maître. Nous sommes arrivés dans une réalité où celui qui a la neuromélanine, la substance la plus puissante qui permet l'interconnexion du Muntu avec le Nza, le Muntu le dépigmente, le Muntu le détruit parce qu'il veut représenter, il veut être connecté à son maître. Mais cher Zolapangui, si vous étudiez l'histoire de la dépigmentation de notre peuple, vous n'allez plus vous dépigmenter. Celui qui étudie l'histoire du défrisage des cheveux des Noirs ne va plus se défriser, sauf si on a un problème de destruction psychologique, s'il y a un problème de tare cognitive. Ça, c'est un autre problème. Il y a des choses qui se passent dans notre communauté qui émanent de non-éducation historique. La conscience historique est la base de l'éveil d'un monde. C'est par ça que je commence le Kabbalah d'aujourd'hui. Alors, même Pangui, réparer les fissures de l'être après une attaque occulte. Parce que ne pas être dans ton histoire, c'est être attaqué. On t'a détourné de ton histoire, pas par hasard. Voilà pourquoi ils ont créé des médias. Voilà pourquoi ils diffusent des médias mensonges sur notre territoire, sur notre continent, parce qu'ils continuent à nous nourrir. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes Africains quittent l'Afrique pour aller chercher la vie, traverser la Méditerranée, mourir pour aller laver les assiettes. Si tu as l'histoire des migrations de l'Afrique et que tu sais que, cher Zolapangui, une télévision
extérieure de ta tradition, qui diffuse des valeurs extérieures de ta tradition, dont ta tradition est un poison qu'on insère dans ta tradition. Tu ne peux pas écouter ce que dit celui qui veut ta peau, dans le sens d'écouter au premier degré du terme, de prendre cela comme étant parole d'évangile. C'est une anomalie. Cher Jolan Pangui, tu as le droit d'étudier ce que les autres font. Tu as le droit de comprendre ce que les autres font. Mais tu dois d'abord comprendre qui tu es. Tu dois d'abord étudier ta propre tradition. Tu dois parler tes langues, tes vibrations, tes vocalisations. Cher Jolan Pangui, les différentes variantes du Kikongo. Tu dois avoir accès à tout cela. Tu vas venir sur Terre, tu es né, Camille, que tu es né en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, et tu ne connais pas l'histoire de tes ancêtres. Et tu te focalises sur la portion historique imposée par le système déchu. Et tu pleures. Et tu fais des marches. On s'en fout de tes marches. Vous pensez que les Japonais qui ont reçu 2 bombes nucléaires sur la tête à Hiroshima et Nagasaki, chers Odampangui, sans la faire des marches? Non, 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 chers, c'est la première puissance en robotique. C'est la première puissance en électronique. Tu ne peux pas gagner. C'est le monde des samouraïs. De la même manière qu'ils sont samouraïs, de la même manière, nous sommes des Congos, les dompteurs l'énergie sacrée du léopard. Donc, vous devez comprendre quelle est votre position. Mais il faut revenir d'abord sur l'histoire. Si tu connais l'histoire de ton peuple, cher Zolampangé, tu ne vas pas être victime de la Bible. Tu vas être victime du Coran. C'est une impossibilité mathématique. Vous allez constater que les gens sont chrétiens et musulmans parce qu'ils ne lisent qu'un seul livre, c'est-à-dire la Bible ou le Coran, d'accord? Ça veut dire qu'ils ignorent qui ils sont. Parce que si tu prends l'histoire de ton peuple et que tu lui donnes, il y aura choc cognitif. Parce que l'histoire de son peuple, la trame réelle de son peuple, Champagny remet en cause des bêtises imposées par l'esclavage, par les 1400 ans de l'esclave arabo-musulman. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont plutôt pro-arabes qu'africains. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Ils ne savent pas qu'ils ont été castrés. Si tu montres à quelqu'un que pendant 1400 ans, les Arabes nous castraient et qu'ils violaient nos mamans, cher Jolan Pangui, si quelqu'un n'est pas cognitivement inerte, il va se revêtir. Il va apprendre son histoire. Il va dire, c'est pas possible. La clé de la victoire et de la liberté de la communauté, cher Jolan Pangui, fondée sur la loi du Zola, c'est la conscience historique. Le Kinkulu qui est notre ancestralité. Si tu n'as pas accès à l'ancestralité, cher Zoulapangui, tu n'as même pas encore commencé à exister. Et ton ancestralité, cher Zoulapangui, remonte des milliers d'années. Il faut que tu étudies cela. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Il y a un monsieur qui vivait en Arabie. On le considère comme un arabe, mais il est noir. Il s'appelait El Jaïs. El Jaïs. Alors, je vais d'abord vous partager l'écran. Ah oui, parce que je sais que beaucoup ne lisent pas et vous ne connaissez pas votre histoire. Vous savez, de la même manière que l'on dit que Shakespeare est le maître de la langue anglaise, on dit là, il a modifié la structure, il a rendu pur, il a étudié la langue, il a donné l'opéra, il a fait des... Bon, on dit Molière a bossé le français, a bossé le français. Faut que je vous partage l'écran. Il a bossé le français. Et on vous dit que non, les Russes parlent russe, mais parce qu'il y a eu Pouchkine. Alors aujourd'hui, nous savons que Pouchkine venait du Cameroun. C'est un grand-père, c'est un grand-père. Hannibal venait. C'est-à-dire qu'en effet, Pouchkine a bossé des son nom camerounais. C'est lui qui a fait que les Russes parlent le russe qu'ils parlent modernement aujourd'hui. Bon. Maintenant, cher Zolampangui, si tu ne connais pas ton histoire et qu'on te parle du russe d'aujourd'hui, une langue slave, et que tu ne sais pas que ça a été développé par un certain Pouchkine, quelqu'un peut te manquer de respect. On est d'accord?
la tradition se fonde sur la conscience historique. Voilà, j'ai trouvé ce que je voulais vous montrer. Ce qui veut dire que une personne, cher Zulampangi, qui n'a pas conscience de sa propre tradition, qui ne lit pas et qui ne sait pas, cher Zulampangi, est en danger. Alors, je vais commencer d'abord avec ça. Donc, je pense que vous voyez mon écran. Là, je vous parle de Alexander Pushkin. C'est lui Pushkin, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est lui Alexander Pushkin. Voilà. Alexander Pushkin, c'est lui. Il est poète, dramaturge, romancier russe, né à Moscou en 1799 et mort à Saint-Pétersbourg, ainsi de suite. Alexandre Pouchkine est né d'une famille de la noblesse russe, relativement aisée, férue de l'art et tout ça, où l'on parle français à l'époque. À 10 ans, il lit Voltaire, La Fontaine, ainsi de suite. Par sa mère, Pouchkina, d'une beauté, je sais pas, de Saint-Pétersbourg, il descend d'une famille les plus la plus brillante famille de noblesse de service instituée par l'empereur Pierre Ier. Il remonte en fait à Abraham Hannibal, son arrière-grand frère, grand-père africain, esclave, surdoué, affranchi et nobli par Pierre le Grand, dont il fut le filleul et l'ami fidèle. Maintenant, moi, je vais cliquer sur Abraham Hannibal. Parce qu'on vous dit que c'est le grand-père de Pushkin en question, mais c'est un Africain. Abraham Hannibal, ou simplement appelé Hannibal, Charles Joulampangui, né en 1696 à Logone, Berny, et mort le 14 mai, ainsi de suite, est un esclave. Comme d'habitude, il doit être esclave, vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas tolérer qu'il ne soit pas esclave. Okay? Il est esclave. Militaire, commandant afro-russe. Il est capturé en 1703 par des esclavagistes musulmans. Donc, si vous connaissez l'autre histoire, vous allez savoir qu'en fait, il y a un enfant qui est né sur le continent, on l'a capturé. On l'avait capturé par des musulmans dans le bassin du Logone, entre le Tchad et le Cameroun actuel, et amené à Constantinople. Il y est acheté clandestinement par le comte de Pierre le Grand, devenu le secrétaire de l'empereur. Esclave, hein? Il est esclave. Il est né entre le Tchad et le Cameroun. Bon, il devient maintenant secrétaire de l'empereur de Russie, l'actuelle Russie. Il se fait remarquer par ses aptitudes intellectuelles et termine sa carrière comme général en chef dans l'armée impériale russe. Ça veut dire qu'il y a un Africain, un Camerounais tchadien là, qui a dirigé l'armée de l'empereur russe. Il est le grand-père maternel du poète russe Alexandre Pouchkine. C'est-à-dire que les Russes parlent russe. On dit que le boss de la langue russe, c'est Pouchkine. Les gens disent, oh, il est bon, il est bon, il est bon. Bon, sauf que Pouchkine en question a le son d'un Camerounais tchadien. Si tu connais ton histoire et que tu sais que le général de l'armée de l'empereur russe était Hannibal, Charles Lampani, tu ne seras pas étonné que Hannibal, c'est sûr, c'est le grand-père. Donc, on te dit que tu es nul. Tu dis, calme-toi. Si tu ne connais pas l'histoire d'un certain Hannibal, tu ne sauras pas que ton peuple a participé à la construction de l'actuelle Russie. Donc, en gros, ses origines restent incertaines. Les premiers récits d'Abraham Hannibal suggèrent qu'il est né en 1696 dans un village baptisé Lagone, la capitale d'une province mineure d'Éthiopie, située du côté nord du fleuve Mareb, qui sert aujourd'hui de grande partie de la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Alors, suivez-moi bien. Là, on vous parle d'Éthiopie et l'Érythrée, tout à l'heure, on vous parlait du Tchad et du Cameroun. Dans le même texte, hein, ils vont vous torturer le cerveau. Il est mélanodème, point final. Mais non, ils vont vous dire qu'il est né du côté de l'Érythrée. Peut-être que du côté du Tchad, peut-être que, il n'y a que des peut-être. Mais on sait qu'il vient d'Afrique. Cependant, ce lieu n'a jamais pu être identifié en Éthiopie. Donc, on racontait au 19e siècle qu'il était le fils d'un gouverneur ou d'un seigneur de la guerre, en Afrique. Hein. Comme les autres fils avaient été apportés à leur père, les mains attachées avec une corde, il se réjouit de la liberté avec laquelle son plus jeune fils nageait dans les fontaines de son père. Hein. Pouchkine qui écrit. Les recherches de l'histoire de l'Afrique, philologue et traducteur russophone, Dieudonné Niamankou, qui est un, je pense, togolais, si je ne me trompe pas, du continent, qui a fait un bon travail là-dessus, critiqué par les chercheurs
Alain Rouleau, c'est vrai qu'on doit le critiquer, puisque comment tu peux réanimer une histoire aussi compliquée? Mais puisque quand tu es dans la posture qui monte, tu t'en fous de ce que l'autre pense, de ce que tu as dans ta tradition. Mais apprécié par ses collègues slavistes, donc les Russes l'ont a reçu, Bréard, et partiellement corroboré par les recherches détaillées du linguistique, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que ce monsieur qui s'appelle Pushkin, à l'âge de 7 ans, le futur Abraham Hannibal est emmené en Constantinople et à la cour du sultan. Et une fois qu'il est arrivé là-bas, à Ahmed III, où il demeure 1 an, le bibliographe allemand d'Hannibal, compilant anonymement ses propres mots, explique que les enfants des familles nobles étaient portés au commandeur de tous les musulmans, le sultan turc, comme otages, et pouvaient être tués ou vendus en esclavage si leur père s'agitait. Donc, la sœur d'Hannibal, l'a emmenée elle aussi en captivité, meurt durant le voyage. Et donc, Hannibal va survivre, ce monsieur, et donc il va être emmené en Russie par l'envoyé de l'ambassadeur russe de l'époque, selon les ordres de ses supérieurs. Et donc, toute l'opération est menée sous l'ordre, bien sûr, de Pierre Ier le Grand. Apparemment, Hannibal n'aurait pas été le seul garçon noir à être ainsi acheté. Bien qu'il soit alors à la mode d'avoir des enfants noirs à la cour des monarques européens, ce n'est pas cette raison qui guide le tsar de Russie, hein. Il vise un but éducatif. Les Noirs étant alors considérés en Europe comme non civilisés, voire comme des animaux, suivez bien, Pierre veut prouver que ses enfants sont aussi doués pour les arts, les sciences et que leur père est russe. Donc l'empereur le récupère, plusieurs enfants. Il semble, selon les témoignages de l'époque, parce qu'il est parti, il avait 7 ans, vous comprenez, que le tsar voulait, par l'expérience de l'intégration du jeune Abraham, démontrer pragmatiquement la supériorité de l'acquis sur l'inné. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est né en Afrique qu'il est bête. Non, il y a l'acquis, il va apprendre. Et les études peuvent permettre à quiconque, quelle qu'en soit la naissance, de s'élever dans la société et de servir utilement son pays. Et quand vous voyez Poutine venir apporter de l'aide au Burkina Faso, au Mali, ça vient de loin les Bangui. Là, je vous parle de 1700. C'est-à-dire que l'histoire entre l'Afrique et la Russie, ce n'est pas aujourd'hui qui se passe. Là, je vous parle d'Hannibal. Mais celui qui n'a jamais écouté l'histoire, celui qui n'a jamais étudié Hannibal, là, je les lis sur Wikipédia, vous avez les livres de Niamakou, les livres écrits par les nôtres, qui sont plus riches que ce que je suis en train de vous lire. Hannibal est baptisé le 13 juillet à l'église Saint-Paraskeva, Pierre étant son parrain, donc l'empereur lui-même, bien qu'il porte désormais le nom de Petrov Petrovitch, il continue à se faire appeler Abraham, nom qui lui fut donné lors du voyage l'amenant en Russie. Par qui? Par les Arabes, hein, parce que c'est Ibrahim dont on parle ici. Bon, ce nom lui rappelant son premier prénom africain, Broua, qui est le nom qu'il a eu à la naissance. Donc, dès 1705-1717, une fois alphabétisé, il devient le secrétaire de nuit du tsar. Vous devez comprendre comment quelqu'un peut être secrétaire de nuit. Le tsar en train de dormir la nuit, lui, il est là, parce qu'il est juste à côté, chargé de noter les pensées du souverain lorsque celui-ci se réveille la nuit. C'est quoi le délire? Bon, sauf que Hannibal va aller en France. Il y a l'esclavage en 1717, à 20 ans. Il est russe, mais il est noir. Abraham Hannibal est laissé en France par son parrain Pierre le Grand après son séjour. Il dit, bon, tu restes à Paris, tu restes en France. Il accompagnait ce dernier d'abord à Paris, puis, mais possiblement aussi à Metz, envoyé par son professeur Bernard, ainsi de suite, afin d'y poursuivre son étude dans les arts, la science, la guerre. Donc, il y avait un noir en Europe qui étudiait, mais qui était russe. Là, il apprend plusieurs langues, parce que c'est quand même quelqu'un qui est rempli de neuromélanie, c'est quelqu'un qui vient du continent. Comme nous parlons tous plusieurs langues, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, notre grand-père parlait plusieurs langues. Il a appris très vite. Il révèle donc de grandes dispositions dans les mathématiques, notamment en géométrie. Alors, en 1918, durant la guerre de Quadruple Alliance, il s'engage à combattre à sa propre demande dans les armées de Louis XV en France, contre celle de l'oncle de celui de Philippe IV en Espagne. Et Hannibal rentre dans l'armée, ce qui lui vaudra de recevoir finalement le grade de capitaine de l'armée française. Donc, quand les Français font la bouche aux Africains et que tu connais l'histoire d'Hannibal, tu te dis, mais quand même, il faut respecter les humains.
Donc, le mec devient capitaine de l'armée française. En 1719, Abraham Hannibal fut même blessé à la tête lors des opérations de sapeurs au siège de Fontarabie, où il se comporta vaillamment et aurait même fini capturé par l'armée espagnole durant le conflit. Donc, en 1720, une année après, il parvient à étudier dans la nouvelle, il permet à étudier dans la nouvellement créée École royale d'artillerie de la Fer, aujourd'hui l'ESN, par grâce spéciale ayant servi dans l'armée française, et obtient le brevet d'ingénieur du roi, le roi de France. Il aurait repris ses études dans l'école royale d'artillerie de Metz après avoir été libéré en 1722, 2 ans après la fin de la guerre. Là, je ne suis pas en train de vous parler d'un métis né entre nous et les Occidentaux. Je parle de quelqu'un né sur le continent. Même si on lui met entre le Tchad et le Cameroun, entre l'Éthiopie et je ne sais pas quoi, il est sur le continent, il est kamite, il est né là. Mais à Paris, il se lie d'amitié avec plusieurs figures de lumière. Vous avez déjà entendu parler des Lumières, mais qu'il s'agisse de Montesquieu, il les connaissait. Voltaire, le raciste, là, il le connaissait. Si vous lisez les travaux des Russes, vous allez comprendre comment Voltaire a volé les travaux de Hannibal. Et donc, ce fait défendu par son bibliographe Hugues Ball est néanmoins contesté, comme d'habitude, par le critique André Kahn, parce que Voltaire appelle alors Hannibal l'étoile noire des Lumières. Voltaire s'est mis à genoux. J'ai eu le document russe de l'histoire de Voltaire s'est mis à genoux. On n'a jamais vu un homme aussi brillant dans l'histoire européenne. Voltaire, Montesquieu, tous ces gens qui ont été éduqués là en Europe se sont inclinés devant l'intelligentsia suprême d'un Kabyle. On l'appelait l'étoile noire des Lumières. C'est quoi leur problème? Bon, en 1723, après 6 ans passés en France, il parle bien français, il revient chez lui, donc en Russie, par la terre accompagné de l'ambassadeur russe à Paris, étant terrifié de le faire par voie marine, il transmet les savoirs acquis, notamment 2 grands volumes manuscrits présentés à Catherine Ier, l'impératrice de Russie, alors devenue tsarine, à la suite de la mort de son père, en fait, de Pierre Ier. Son ouvrage s'intitule Géométrie, pratique et fortification, que le Tchadien camerounais éthiopien a écrit. Donc, il prend le document, il envoie à Moscou, il dit, bon, j'ai fini 6 ans d'études à Paris, j'ai fait la guerre, je renvoie au pays ça, la géométrie pratique et fortification. Il fallait envoyer au Cameroun. Mais bon, bref, vous comprenez le game. Ça veut dire que si tu n'as pas le bouquin là, toi qui m'écoutes, tu n'as rien compris de ce qu'on appelle la conscience historique. C'est-à-dire qu'en effet, vous devez comprendre une chose. Nous appartenons à une lignée. Et dans la lignée, il y a des gens qui ont été déportés, qui ont été, mes chers Zolampagni énergétiques, comment connectés à la matrice. C'est-à-dire que moi, quand je suis à la maison avec mes enfants, je leur parle d'Hannibal. Nkaka, Hannibal. Nkaka, Hannibal. Quand on parle de lui à la maison, mon fils est calme. Il sait que, bon, il existe la géométrie pratique et fortification écrite en 1725. Quand je lui montre la photo d'Hannibal, il sait bien que c'était son grand-père. Et le reste, ce n'est pas mon problème. Il connaît l'histoire. Il a été pris dans un village en Afrique. On a déporté par les Arabes parce qu'ils nous déportaient. Ça a pris 1400 ans quand même. Il s'est retrouvé à la cour du roi. Son premier tome est un traité de géométrie pratique et l'autre aborde le thème de fortification. Quand vous voyez les grands bâtiments des Russes, les grands bâtiments de la période tsariste, c'est Hannibal et Bangui. Ces manuscrits sont toujours conservés aujourd'hui dans la bibliothèque de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg en Russie. Celui-ci fut d'ailleurs fondé en 1724 comme l'Académie attenante sur la base d'une collection de plus de 300 livres ramenés de France par Hannibal lui-même. Donc le Kamite a pillé, il a ramené. Il a même ça en Russie, il dit aux Russes, bon, ses multiples transmissions et traductions comme ses réalisations lui-même sur le terrain confirment son statut de Vauban russe, c'est-à-dire d'arrière-grand-père africain du génie russe. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez quand les Russes prennent le Kalachnikov? Les Russes viennent en Afrique pendant la période coloniale et nous donnent des armes. Mais vous vous rendez peut-être pas compte ce que les autres apprennent de vous. Parce que bon, quand tu es colonisé par la France, tu apprends la France. Quand tu es colonisé par l'Angleterre, tu apprends l'Angleterre. Les autres qui ont eu Hannibal chez eux et qui considèrent qu'il y a eu dans leur histoire l'arrière-grand-père africain du génie russe, quand ils nous regardent, ils disent, mais c'est pas possible. C'est de ce peuple qui est sorti Hannibal. Nous, on est là en train de manger le kebab maintenant. On a des assiettes. Les Russes sont choqués de constater que Hannibal vient de nous, quoi. Mais Hannibal les a éduqués.
Et le petit-fils d'Hannibal, c'est lui qui a fait le russe. La langue que vous parlez aujourd'hui, qu'on apprend tous dans nos universités, quand on va en Russie, à Moscou. Donc, vous voyez, les Épargnants, on ne va pas lire tout ça là. Prenez le temps. Hein. Prenez le temps de faire vos recherches. Prenez le temps. Là, c'est son fils, un fils d'Abraham Hannibal, celui qui appelle Ivan Hannibal. C'est les grands monarques, les grands maîtres de la Russie. C'est ce que j'essaie de vous dire tout simplement. Mon idée ici, c'est de vous dire que, chers Olampang, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme nous fonctionnons aujourd'hui. L'ignorance de l'histoire des grands de notre tradition fait que les autres parfois te manquent de respect, tout simplement, parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Parce que, chers Olampang, si tu savais, tu devais ne pas tomber dans le piège. Bon, je vais finir ce paragraphe et je passe à quelqu'un d'autre. Fin octobre 2010. Le représentant des États de la Russie et d'Estonie, l'ambassadeur du Cameroun en France, vous suivez, hein, ainsi que le sultan de Logon Birni, donc Mahamad Bahat Marouf, se sont réunis à l'affaire en 2010, pendant que toi tu es en train de dormir, autour d'élus locaux de l'affaire pour révéler ensemble une plaque commémorative. Et vous comprenez pourquoi le Cameroun est là? Vous comprenez pourquoi le Logon Birni est là? Parce que vous comprenez là où il est né. Ça devient clair pour tout le monde, j'espère. Bon. Honorant la mémoire et les legs d'Abraham Petrovitch Hannibal en tant que l'un des premiers diplômés de l'ancienne école royale d'artillerie de l'affaire. Donc, cette académie militaire qui fut définitivement fermée dans les années 90 avait été créée par le roi Louis XV sous la régence, ainsi de suite, récemment, avant son enrôlement en 1720. La plaque déclare qu'il y reçut son brevet d'ingénieur et devint par la suite ingénieur en chef, puis général en chef de l'armée impériale russe. Elle rappelle aussi qu'Abraham Hannibal est le big boss d'Alexandre Pouchkine, le plus grand poète russe de tous les temps. La plaque est là, l'Espagne. La plaque est là. Allez chercher vous-même. Alors, la question que vous devez poser, c'est de savoir, bon, pourquoi voulez-vous que j'étudie les périodes sombres de mon histoire, alors que dans la même période sombre de l'histoire, il y a quelqu'un de ce niveau que je peux étudier, qu'on peut transmettre les documents à nos enfants. De la même manière que les documents qu'il a mis en Russie sont accessibles aujourd'hui, on peut en effet étudier l'histoire d'Abraham. Je pense que vous me comprenez. Donc, tout ça là, ce sont des choses que vous devez savoir. C'est une histoire, cher Jonathan Pangé, mais une histoire que vous devez savoir. OK, l'épargne. Exemple d'une histoire. Alors, avant que je puisse continuer, j'aimerais lire vos écrits juste en bas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous comprenez les games? Est-ce que vous comprenez les enjeux? Est-ce que c'est clair? Vous comprenez? Ça veut dire qu'en effet, lorsque tu te focalises spirituellement sur la conscience historique de ta lignée, quel que soit là où nous sommes sur la terre, chers Olampani, nous passons à un autre niveau. Et je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai même pas encore commencé. Regardez. Je prends quelqu'un d'autre. Je vais vous parler maintenant d'un être peut-être que vous ne connaissez pas. Il s'appelle Al-Jaïz. Al-Jaïz. Écoutez le nom, mais quand tu entends ça, tu penses qu'il peut être du Congo ou du Bénin. Non, il s'appelle Al-Jaïz. Al-Jaïz de la gloire. Fait probablement référence au livre de la gloire de la race des Noirs, Fath al-Soudan. Un ouvrage écrit par l'érudit afro-irakien. En Irak aussi, il y a des Kamites là. Il s'appelle Al-Jaïz. Al-Jaïz qui défendait la supériorité des Noirs en mettant en avant leur contribution face au racisme anti-noir prévalant dans le monde musulman au 9e siècle. Je ne vous parle pas du 14e siècle où l'esclavage est en train de taper les Noirs en Afrique. Je vous parle du 9e siècle. Al-Jaïz, un penseur et polygraphe, est une figure intellectuelle majeure de son époque, connu pour ses écrits encyclopédiques et son utilisation de la raison. Il est considéré comme un pionnier dans l'étude de la zoologie. Al-Jaïz, chers Olampangé, son nom de famille était Amir Ibn Bar. Ibn Bar comme Ibn, comme Abraham. Ils ont tous les mêmes noms. Bref, vous comprenez, quand tu passes dans le monde arabe, là,
Don Abraham Kaloma. Bon, mais il est plus connu sous le nom de d'Al-Jaïz, qui signifie celui qui a les yeux exorbités. Et comme une injure, je pense que vous comprenez. Il avait des origines africaines par son grand-père, comme par hasard. Il est irakien. Bon, il a vécu à Basra, à Bagdad, et était un polymathe, maîtrisant divers domaines comme la philosophie, lexicolographie, la théologie et la zoographie, la zoologie. Alors, il adhère au mouvement Moutazilite, une école théologique islamique qui mettait l'accent sur la raison, la logique et la recherche de la vérité. Le livre de la gloire de la race noire, c'est le livre qu'il a écrit, mais il est en Irak, au 9e siècle. C'est une œuvre clé d'Al-Jaïz qui contexte ouvertement les idées racistes et les préjugés contre les personnes noires. Il y exprime avec verve que les Africains possédaient des qualités uniques et méritaient d'être honorés par leur réalisation et leur attribution exceptionnelle. Alors, cet ouvrage est vu comme une réaction aux idées négatives et au dénigrement des peuples africains qui circulaient à cette époque. Ce que moi je vais vous conseiller, chers Zulampangui, si vous avez le temps, faites un tour pour aller et ayez accès aux œuvres de Al-Jaïz. C'était un écrivain encyclopédique, véritable créateur de la prose arabe. Il défend une culture arabe en combinant la tradition avec les données de la pensée grecque et laisse plus de 200 ouvrages, dont une cinquantaine ont été traduits en français. C'est comme un demi-dieu, le monsieur là que vous entendez. C'est-à-dire que le mec Al-Jaïz formule une première idée du principe de l'évolution des espèces. On parle de Darwin du matin au soir. On parle du 9e siècle. On dit, on a Darwin, théorie de l'évolution. Ça, c'est la vision en Occident. Voilà pourquoi je vous ai dit le monde est organisé en plomb. C'est un problème d'idéologie. C'est un problème à qui t'appartient, à quel groupe t'appartient. Le mec est une première idée de principe d'évolution des espèces très en avance sous son temps. Ce principe n'est redécouvert et diffusé largement qu'environ un millénaire après lui, avec les publications de Charles Darwin, bon, qui a plagié, en fait. Mais je ne vais pas dire ça, j'ai dit une fois, il a dit que Darwin a plagié Al-Jaïz, le kamite irakien. Mais si je connais ton histoire, moi, quand je suis assis chez moi ici, Serge Lambaki, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vais raisonner en termes, oui, il est en Irak, mais attends, je sais pas, vous n'avez pas compris, en fait, le game. Ils sont sur Mars, ils sont sur la Lune. Il appartient à la lignée dans laquelle je me suis incarné, Serge Lambaki, son œuvre appartient à la matrice de ma lignée. Oui, il parle arabe, et alors? Et alors, les Soudanais parlent arabe. Ça fait qu'on n'est pas Soudanais aujourd'hui. Les Égyptiens parlent arabe. Les Égyptiens noirs du sud de l'Égypte parlent arabe aujourd'hui. Et alors? Ça ne veut rien dire. Sauf que Darwin a plagié le grand. Donc, moi, si je fais quand je fais des conférences et je parle des travaux de Al-Jaïz sur les espèces, ce n'est pas les mêmes travaux. Bon, Darwin a connecté ça au singe, mais il fallait voir comment Al-Jaïz lui-même présentait les choses. OK? Alors, Mpangui, je ne vais pas tout lire là, sinon on va dormir là, mais je pense que vous comprenez un peu le game dans lequel je vais vous amener. Parce que quand vous prenez les gens, voilà, comme les El Jaïz, peut-être que beaucoup de gens, écrivez-moi en bas, écrivez-moi en bas. Est-ce que vous l'avez déjà entendu parler de ce monsieur? Al-Jaïz rejoint un groupe de jeunes de la mosquée principale de Bassora pour discuter de sciences et assiste à des cours de philologie, de lexicolographie, de poésie. Il continue ses études pendant 25 ans, durant lesquels il acquiert une connaissance profonde de la poésie, de la philosophie arabe, d'histoire pré-islamique des Arabes, des Perses, du Coran, des hadiths. Il étudie également des textes des sciences de la philosophie traduits de grec, notamment des œuvres d'Aristote. Fait que le califat d'Abbasid, en pleine révolution culturelle et intellectuelle, favorise la diffusion des livres. Alors qu'il vit encore à Bassora, en Irak, Al-Jaïz écrit un article sur l'institution du califat qui est considéré comme le début de sa carrière d'écrivain. Sa seule source de revenus, sa mère, lui avait offert une corbeille pleine de cahiers en lui disant qu'il gagnerait sa vie par l'écriture. Il va écrire au cours de sa vie plus de 200 livres sur des sujets aussi divers que la grammaire de l'arabe, la zoologie, l'élevage des animaux, la poésie, la lexographie, la rhétorique,
dont seuls 30 existent encore. Parce que la mauvaise foi, je vais vous en parler plus tard. Donc, vous comprenez qu'en effet, le Big Boss a écrit des bouquins. OK? Livre des avares, traité sur les Turcs, traité des marchands, traité de rhétorique, et ainsi de suite, ainsi de suite. Livre des animaux souvent considérés comme son travail le plus notable. Titre de gloire des Noirs sur les Blancs. Bon, je ne voulais pas dire son livre, mais ce n'est pas moi qui ai écrit le livre. Hein. El Jaïd. Mais ça, la Charles de Lampangue, ça ne peut même pas passer à Paris. Puisque, est-ce que quelqu'un peut lire un livre aussi complexe? Bon, pourquoi El Jaïz écrit ça? Parce que El Jaïz découvre, parce qu'il n'est pas seul en Irak. Quand on vous dit que les Irakiens, à l'époque, Babylone était en train d'observer le ciel, vous n'avez aucune idée qui observait le ciel, en fait. Parce que dans la tête des gens, lorsqu'on leur parle des grands astrologues iraniens et irakiens, l'Iran aussi, si vous allez là-bas, vous allez pleurer encore. On va vous dire, oui, mais c'était des esclaves. Non, 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 non. Attendez. On vous parle ici des Al-Jaïz. Titre des gloires des Noirs sur le blanc. C'est des livres que vous devez lire. C'est gratuit. Vous pouvez l'avoir sur PDF sur Internet et vous le lisez. Pourquoi je vous montre ça? C'est pour vous dire que dans le monde arabe, dans le monde irakien, il y a des livres comme ça. Il étudie ça. Et vous allez voir, je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est un livre où il est quand même, il est un peu aussi raciste lui-même. Mais bon, vous me comprenez ce que je suis en train de vous dire. Il avait une posture sociale que beaucoup des nôtres aujourd'hui n'ont pas. Et beaucoup des nôtres ne savent pas que l'arabe littéraire, l'arabe que vous entendez, l'arabe littéraire, c'est El Jaïs qui l'a développé. Donc, quand les gens parlent arabe, je les regarde, je dis, tu connais Al Jaïs? Il m'a dit, non, je ne connais pas. Je dis, bon, va dormir. On ne peut pas parler de même niveau. Il dit, même la langue que tu parles, c'est mon grand-père qui l'a modernisé. Il est poète malade. Il a modernisé l'arabe littéraire, l'arabe ancien en littéraire, l'arabe que les gens parlent dans la rue jusqu'en Arabie aujourd'hui. On les a éduqués sur les documents de Al Jaïs. Mais Al Jaïs en question, Serge Lampangui, avait la tête d'un Camerounais, quoi. Vous comprenez pourquoi je suis en train de vous dire que si vous ne connaissez pas votre histoire, vous ne saurez même pas qu'est-ce que vous êtes. Vous allez être la perdue. C'est dur. Et moi, je suis en train de vous regarder, ça me dit, mais est-ce qu'il sait ce qui s'est passé? Non. Est-ce qu'il a lu, le livre de Al Jaïs? Là, je ne lis pas en ligne, parce que si je lis en ligne, on va censurer la vidéo. Parce que si vous lisez les inventions, on va se parler des inventions du monde musulman. Vous savez d'abord qui a fait que l'islam puisse se propager dans le monde. Quand vous entendez parler de Mohamed, de Imam Ali, Imam Hussein, vous n'avez jamais eu conscience comment était leur tête, en fait. Vos grands-pères. L'âme doit se réconcilier. Le retour à l'âme est impératif. Je sais que c'est dur, parce qu'on a grandi dans le mensonge, parce qu'on a grandi dans des sociétés où on nous a dit on est inférieur. Mais si vous savez, chers Olympiques, si vous savez, là, je ne vous parle pas, ouais, je vous parle pas de l'Europe, là. Je vous parle de la Russie. Parce que beaucoup d'Européens, beaucoup des Africains ne savent pas ce que veut dire Pushkin. Les statuettes d'Abraham Hannibal. Le mec qui a construit, qui a permis à la Russie de gagner des guerres. Général de l'armée russe. Mais né au Cameroun. Si on comprenait le game, on devait l'étudier. Il est quand même né au Cameroun. C'est comme l'homme le plus fort du monde aujourd'hui est un Camerounais, la MMA en fait. Et il est Camerounais aujourd'hui. Il va un jour peut-être prendre la nationalité, je ne sais pas, turque, je ne sais pas, pas un exemple. Et puis on l'oublie 100 ans après. Donc tu vas l'oublier parce que l'autre t'a dit que tu dois l'oublier. Et si vous suivez les games, vous serez même étonné que le père de l'électronique japonais, de la robotique japonaise, venait d'Éthiopie. Il y a des choses qu'on peut. Si tu connais ton histoire, tu vas te poser, tu vas dire bon, qu'est-ce qu'on a fait dans ce monde d'abord? Qu'est-ce qu'on apporte à l'humanité? Ça. Ok. Spirituellement, qu'est-ce qu'on a? Si je rentre dans la spiritualité, vous avez fait des dépressions. Parce que peut-être que vous oubliez qu'il existe en Inde une lignée indienne qu'on appelle les Dravidiens. Notre divinité, nos consciences comme Krishna là, c'est les Dravidiens qui les ont apportés à l'humanité.
C'est parce que vous n'avez jamais fait attention. Vous n'étudiez pas. C'est les Indiens. Mais c'est pas... Non, on nous a eu. On nous a eu. C'est-à-dire qu'on nous a dit c'est les Indiens. Donc, ça ne nous intéresse pas. Moi, je suis africain. Ouais. Et alors? Mon grand-père a pris son sac à dos. Il a migré jusqu'en Inde. Donc, je vais me déconnecter de lui parce que toi, tu m'as dit que non, il n'est plus ton grand-père parce qu'il vit en Inde. Donc, si mon grand-père s'est retrouvé en Martinique, toi, tu es qui pour me dire que tu ne dois pas aimer ton grand-père et la descendance de ton grand-père en Martinique parce qu'il est parti. Mais il est parti vivre en Martinique. C'est quoi? C'est comme si moi, je vis au Japon et que mes enfants grandissent à Tokyo. Et puis un jour, mon fils est en train de bastonner les Japonais en tennis. On va dire non, 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 non. Il n'est pas Camille parce qu'il vit au Japon. Il faut avoir un cerveau tordu quand même. On est d'accord. C'est pour cela que les Kimontu vous dit conscience historique. Tous les êtres issus du continent et de la lignée nous appartiennent. Qu'ils veuillent ou pas, même s'ils sont vivants, qu'eux-mêmes ils veuillent ou pas. Quand Teddy Riner, l'homme le plus puissant au judo de tout l'État, depuis la période des Congo d'Intouoti, est médaillé multiple, Charles Lampangue en judo, et que Teddy Riner est né en Guadeloupe, vous pensez que moi, tout le monde soit de Kimbazi. Je vais dire que non, le fait que Teddy Riner est né en Guadeloupe, ça ne m'intéresse pas. Mais vous n'avez rien compris. Moi, quand je rentre au Congo faire mes cours à l'université, quand je projette Teddy Riner aux étudiants, j'ai dit, vous voyez le monsieur là, c'est votre grand frère. Et votre petit frère aussi. Ça, c'est votre cousin. Bon, lui, il est né de la lignée de nos parents qui sont nés en Guadeloupe. Vous voyez la lignée qu'on a menée en Guadeloupe, il est né de cette lignée-là. Vous voyez la lignée. Parce que moi, j'ai ma carte de ramification des peuples. J'ai créé ma carte de ramification des peuples. Dans ma carte, j'ai la lignée martiniquaise, la lignée guadeloupéenne, la lignée haïtienne, et puis j'ai le tronc central. Donc, en fait, tu peux dire que non, mais ça, c'est le grand-père. Donc, en gros, pour moi, les millions de gens qui ont été déportés dans les Antilles, non, non, écoutez-moi bien. Il y a mon grand-père et ma grand-mère, un grand-père et ma grand-mère, qui représentent les milliers de gens là. Voilà. Je n'ai pas besoin de parler des milliers de gens. J'ai besoin de dire il y a mon grand-père et ma grand-mère qui ont été déportés en Guadeloupe. Ces deux lignées-là. Il y a Teddy Riner qui est né maintenant. Donc vous comprenez la puissance. Il faut que mes enfants au Congo sachent qu'ils sont invincibles en judo. Parce qu'une personne dans leur lignée est maître invincible, multidimensionnel du judo mondial. C'est comme l'escrime. Vous savez ça, mon fils faisait l'escrime à Brazzaville quand il était au Congo. Et je me dis, mais toi, mais comment tu peux inscrire ton fils dans l'escrime? Parce qu'il y a les Occidentaux qui sont là-bas, qui font l'escrime en privé avec leurs enfants. Moi, j'ai dit, mon enfant aussi doit faire l'escrime. On dit, il faut payer, c'est cher, je vais payer. Il a commencé à faire l'escrime. On m'a dit, mais pourquoi tu veux que ton fils fasse l'escrime? J'ai dit, mais parce que c'est nous qui dirigeons l'escrime mondial aujourd'hui. La femme la plus titrée de l'escrime du monde est de ma lignée. En fait, c'est ma grande sœur. C'est pas normal. Elle est entière. J'ai dit, mais c'est quoi ton problème? Est-ce que je dois accepter que quelqu'un d'autre me dise qu'une de nôtres née sur Mars n'est pas des nôtres parce qu'il est né sur Mars? Mais naître quelque part ne veut rien dire pour quelqu'un qui a de l'Okimuntu. Un Chinois né en France était un Chinois né en France. Vous avez déjà vu un Chinois se lever le matin et vous dire, je suis un Français. Et pourtant, ils ont des papiers français. Le Chinois, on va dire, c'est un Chinois de France. C'est un Chinois né en France. Est-ce que vous comprenez le game? La communauté japonaise du Brésil. Écoutez, hein, la communauté japonaise du Brésil. Non, attendez, ce sont des Brésiliens. Non, 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 non. Il faut faire ça aux Noirs. Il faut faire ça aux Noirs qui n'ont pas le Kimuntu. Eux, ils acceptent de ne pas être eux. Mais un Japonais né depuis 4 siècles au Brésil, parce que vous savez, même après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup des communautés japonaises ont migré, hein, vous savez, hein, parce que c'était chaud la guerre. Mais la communauté japonaise du Brésil est puissante. Pour ceux qui sont au Brésil, vous voyez de quoi je parle. Mais les Japonais du Brésil, ils sont brésiliens, ouais. Mais ils se définissent comme étant la communauté japonaise du Brésil. Comme je dis souvent, je fais partie de la communauté africaine du Canada. Quel que soit partout où tu es, Chiampangui, tu es connecté à une matrice d'âme. C'est pour cela que lorsque un des nôtres, que ce soit un noir, kamite, mélandem, en Turquie, qui découvre une formule, moi je scrute tout ça. Il dit, oh, il y a
un autre, il y a un autre, oui, il est en Turquie. Il est en Turquie. Il y a un autre encore, il est où? Il est en Biélorussie. Il y a un autre encore où? Il est en Tchécoslovaquie. Ah oui, ah oui, oui, c'est un des nôtres. Parce que tous ces êtres-là forgent la conscience de mes enfants, de nos enfants. Parce que nos enfants ont besoin des modèles. C'est pour ça que chez moi, lorsque je parle de Pushkin et que je parle d'Hannibal à mes enfants, je suis calme. Là. Vous voyez, là? Il dit, mon fils dit, papa, c'est facile. Je dis, non, mais c'est normal que ce soit facile. C'est comme ton grand-père Hannibal. Non, je t'ai dit Hannibal, les maths pour toi, papa. Hein, c'est dans le sang. Le débat est fini. Est-ce que j'ai besoin de dire à l'enfant, non, tu sais qu'il n'est pas congolais, parce que congolais, ça ne m'intéresse pas. Congolais, c'est le traité de Berlin. Est-ce que je me limite au traité de Berlin? Est-ce que je dois me limiter à ce que les autres veulent que je sois? Non. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que vous preniez conscience de cela. Il faut que vous puissiez vous réveiller. Alors, Mpangui, vous comprenez qu'aujourd'hui, je me suis réveillé différemment là. Je me suis réveillé et dit non. En fait, il faut qu'il soit conscient. Mpangui, conscient. Que la conscience historique seule peut nous aider à nous en sortir. Alors, Mpangui, si vous me comprenez, vous voyez donc à partir de là que cette conclusion de cette séance est magnifique, puisque en effet, il faut d'abord comprendre que le retour de l'âme est d'une importance capitale, puisque dans notre monde contemporain marqué par l'accélération, la surcharge informationnelle et la déconnexion spirituelle, le retour de l'âme devient une nécessité vitale. Tu dois être humain et non pas esclave de l'autre. Les attaques occultes, c'est-à-dire spirituelles, pacification historique, cher Jolan Pangé, ce sont les attaques. Qu'elles soient conscientes ou inconscientes, lorsque tu n'as pas de bouclier et que tu n'es pas centré sur moi et là, il y a une fragmentation de notre être profond. Et la fragmentation de l'être, qui est devenue épidémique aujourd'hui, qui se manifeste par une perte de vitalité, de sens et de connexion spirituelle. Les agressions énergétiques invisibles affectent notre matrice subtile, créant des fissures profondes dans notre champ aurique. Notre aura est fissurée parce que, cher Zulampangui, tu t'es limité à une réalité que l'autre veut, ou l'autre a voulu, dans laquelle l'autre a voulu que tu sois. La tradition qui montre notre tradition nous donne donc une science que nous appelons le Kinsinsu, la géométrie sacrée, qui offre des méthodes ancestrales de guérison profonde. C'est pour cela, cher Zulampangui, en tant que tout moi de la tradition Congo, et puisque, comme vous l'avez compris, lorsque Hannibal met en place la géométrie pratique, vous comprenez pourquoi dans les cours de Kimontu, nous avons les travaux d'Hannibal de la géométrie pratique. Parce que, cher Zulampangui, le retour à l'âme, le retour à l'âme, le recouvrement d'âme est un processus sacré qui permet de réintégrer les fragments dissociés et de restaurer notre souveraineté énergétique. Donc, dans un monde où les attaques occultes se multiplient, sur Internet, falsification de l'histoire, blanchir notre lignée, et il faut que vous soyez conscient que le retour à l'intégrité de l'âme, le retour à soi, la conscience historique, Champangui, le fait de connaître d'où nous venons, remonter à travers la trame de l'histoire, et puis continuer à cartographier l'ensemble des êtres de la lignée, devient non seulement un chemin de guérison, mais une voie de renaissance et de protection essentielle. Puisque lorsque un raciste, lorsque quelqu'un de malsain veut te parler mal, quelqu'un de malsain te regarde mal, tu peux te dire que en fait, tu perds ton temps parce que ton identité, c'est nous qui l'avons construit. C'est le poète Al-Jaïz qui a vénéré l'arabe primitif vers l'arabe moderne. Ce qui veut dire que si toi, tu penses être supérieur à moi parce que j'ai la peau foncée, la langue que tu parles a été magnifiée, les poèmes que tu as étudiés dans ta vie a été magnifiés par mon ancêtre. Vous voyez que le centrage, cher Zolampangui, nous permet de revenir. Alors, vous comprenez donc à partir de là, cher Zolampangui, que le monde tout conscient est celui-là même qui doit prendre conscience de ces enjeux-là. En effet, il y a beaucoup de choses que je voulais vous dire. Ce que je vais faire, Champangui, je vais tout simplement demander à Anga Simo tout à l'heure
de pouvoir prendre mon PowerPoint que vous voyez ici, là, que je voulais vous partager, pour le partager dans l'espace communautaire qui est Muntu pour les Mpangi qui veulent y avoir accès. Parce que je l'ai préparé avec Zola, je parle des choses très intéressantes concernant Kimbazi, le retour avec le Kinshinisu, et ainsi de suite. Et cher Zola Mpangi, il est peut-être préférable à travers les rituels que je vous propose, à travers les Kabula, à travers le Luzingo, le Kimbasi, le Nganga Mbuki, que nous puissions avec bonheur y accéder. Donc, ce fichier sera envoyé, vous allez avoir accès à ça, mais je voulais en effet aujourd'hui, Charles Lampangui, plus précisément, faire comprendre aux nôtres qu'il est très important de faire attention sur ce que nous sommes. Le centrage sur soi est d'une importance capitale. La connaissance de soi est d'une importance capitale. Voilà pourquoi quand tu connais ton histoire et que tu connais ce qu'on appelle la dynastie Xia, la première des dynasties noires de Chine, ceux qui ont bâti la grande civilisation chinoise, vous n'allez plus réfléchir de la même manière. On parle des grandes inventions de la Chine, vous serez étonné qu'il y a une dynastie qu'on appelle les Xia qui ont bâti la Chine. Et quand tu as accès à de telles informations, parce que tu as lu un monsieur qu'on appelle Runoko Rashidi, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de notre peuple, vous allez vous rendre bien compte que quand vous arrivez en Asie, vous retrouvez des civilisations, chers Lampangi, qui en effet sont des civilisations bâties par les nôtres. Par exemple, au Cambodge, vous avez l'empire du Khmer, peut-être vous connaissez, c'est le Cameroun, hein? Bon, il n'y a rien à voir avec les crevettes ici, hein? Bon, ça veut dire noir, en fait. Hein? Kemet, Kemer, vous devez comprendre ce que ça veut dire. Et si vous bâtissez cette civilisation, vous allez avoir présence, alors je vais vous montrer quelque chose rapidement, vous allez avoir présence, vous allez, et lorsque vous ne connaissez pas votre histoire, vous aurez du mal, en effet, à étudier ces réalités. Et donc, le danger avec ça, c'est quoi? C'est que on se fait manipuler, on se fait escroquer, visiblement, parce qu'on ignore en effet d'où nous sommes venus, qui sommes-nous exactement. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tous intégrer. Alors, très bien. Donc ici, j'ai tapé Empire de Khmer. Vous avez ce royaume ici, pour ceux qui le savent, on fait un peu d'histoire asiatique. Ce royaume que vous voyez devant vous, bâti par ces gens-là, gros nez, grosses lèvres, et nos ancêtres, en effet, afro, qui en effet ont construit au cœur de l'Asie l'empire de Khmer. Ces bâtiments sont laissés aujourd'hui à l'abandon parce que les Anglais sont venus les chicoter correctement, mais il est clair que lorsque vous arrivez, pour ceux qui, si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà fait un voyage au Cambodge, un voyage en Thaïlande, vous serez étonné que dans les mondes asiatiques, Bouddha chez eux est un kamite. Il le représente noir. Et le problème, c'est que dans certains pays, ils ont blanchi, même en Asie. C'est-à-dire que le problème avec notre peuple, c'est qu'on est combattu partout où nous sommes. Je parle de ça. Voilà. Ah, c'est des livres. Alors, des livres à lire. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Vous avez ici un bouquin. Je pense que vous voyez le titre du bras. Attendez, je vais vous repartager ça bien. Parce que avec les nôtres, parfois, on se dit, ouais, mais de quoi nous parle? Est-ce que, non, il n'y a pas de est-ce que, cher Lampangi, on n'est pas à l'église. Voilà. C'est des livres que vous devez lire. Hein. Les anciens blacks, les anciens Africains, ils sont noirs au Cambodge. OK? Ceci est un livre sur les Noirs anciens au Cambodge. L'Empire Khmer était un empire au Cambodge qui a construit Angkor. Le Angkor a été construit. Il existe de nombreuses similitudes spirituelles, agricoles entre les Africains et les Khmers. Et euh, lisez le bouquin, Charles Lampang. Faites au moins semblant d'acheter un bouquin comme ça, l'Empire du Khmer, l'ancien empire black du Khmer, et vous le lisez. Vous comprenez bien que ça change quand même la donne. C'est pour nos enfants. La conscience historique fait que lorsque vous avez en effet des connaissances sur ça,
et que vous comprenez la similitude entre la spiritualité cambodgienne et la spiritualité africaine, et que vous retrouvez les traditions africaines, Yoruba, Igbo, Congo, Zoulou, dans la tradition du Kémer, vous serez choqués. Vous allez dire, mais non, mais c'est pas possible. Ouais, c'est possible. Il y a des livres comme ça. Bon, est-ce que vous avez déjà vu des livres comme ça? Est-ce que ce livre-là, est-ce que vous l'avez déjà vu? Essayez de me mettre en bas. Est-ce que vous avez déjà même entendu parler de ce livre-là que je viens de vous montrer tout à l'heure? Vous voyez que la conscience historique peut libérer l'âme d'une personne de l'emprisonnement. Parce que si vous découvrez comment est construit Kemer et que vous découvrez comment les prêtres anciens de chez nous ont migré jusqu'à là-bas et comment eux-mêmes au Kemer, ils expliquent ça. Tu dis que tu es sénégalais. Tu dis, non, moi je suis au Sénégal, je m'occupe du Sénégal. Mais tu n'as rien compris. Moi je suis au Mali, moi je suis au Congo, je m'occupe du Congo. Tu n'as rien compris du game dans lequel votre entourement vous met. Parce qu'on n'est que de passage. Profitez pendant qu'on est encore vivant. N'attendez pas qu'on parte après du oui, toi tu disais que. Non, 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 non. Là, je vous ai posé la question, est-ce que vous avez déjà entendu parler des bouquins sur les Blacks dans l'Empire du Kémer? Regardez les noms. Et pourtant, vous allez étudier, vous allez voir que les Kémers eux-mêmes vous l'expliquent. C'est eux-mêmes. Maintenant, quand vous étudiez leur spiritualité, vous avez les temples là. C'est nos temples. Pourquoi voulez-vous que je n'étudie pas la structure des temples du Kémer? Parce qu'on m'a dit que je suis Congolais de l'Afrique centrale. Mais est-ce que ça m'intéresse d'être Congolais de l'Afrique centrale? Ça ne m'intéresse pas. Je suis un planétarien. C'est-à-dire qu'un terrien. Je suis un être multidimensionnel. Nous sommes des êtres de l'univers. Donc, on raisonne en tant que terrien. Moi, je raisonne en tant que terrien. C'est-à-dire que mon but à moi, c'est de voir la coopération entre la Terre et Sirius. Et même là encore, on a des cousins à Sirius. Bon, je ne vais pas aller là-bas. Ça, on va dire que non, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire encore? Bon, je reste terrien. Nous sommes des galacticiens. Je suis dans la galaxie de la Voie lactée. Est-ce que vous comprenez la mentalité? Si vous avez cette mentalité, vous changez la manière de fonctionner. Parce que Champagne, les Khmers. Maintenant, s'il y a une technologie de Khmer développée par les nôtres afin de guérir des maladies, en tout cas, tout le monde soit des Kimbazi. Vous comprenez ce que je veux dire maintenant? La conscience historique me permet de dire non. Il y a tel scientifique de Khmer qui est kamite, qui a fait ça, 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 ça. Ces travaux m'intéressent. Ça fait partie de ma lignée. On va dire que, vous comprenez? Oh non, les Dravidiens s'habillent, les vêtements dravidiens là, ça m'intéresse. Ah, c'est joli, je trouve ça joli, les sœurs dravidiennes, les frères dravidiens. Oh non, mais eux, ils sont des Indiens. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que nous venons de la même matrice. C'est pour cela que vous constatez que les Australiens se sont posés en Australie sur la terre des autochtones de l'Australie, que vous connaissez bien. Et pourtant, ils se font occidentaux. Et pourtant, l'Australie est en Asie. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire? C'est un problème d'affiliation. Lorsque le français parle des Occidentaux, il intègre l'Australie, il intègre la Nouvelle-Zélande. Et pourtant, ces territoires sont en Asie. C'est en Orient. Non, c'est sans les Occidentaux. Parce que c'est un problème de famille. Et cette vision de la réalité va entraîner une guérison de l'âme. La guérison de l'âme. La conscience historique est la voie. Et pour avoir la conscience historique, il faut revenir se centrer sur soi-même. C'était ce message que je voulais vous partager avec Zola. C'était en effet votre tout moi, Nswadi Kimbazi. J'espère de tout mon cœur que ce Kabola va passer et que vous allez prendre des livres d'histoire. Vous allez avoir les volumes, les livres. Alors, attendez, il faut que je puisse terminer par ça parce que j'avais terminé à dire aujourd'hui. Il faut que je finisse par quelque chose qui va vous permettre de voilà. Donc, je mets Google ici et je mets Histoire générale de l'Afrique, de l'UNESCO. Histoire générale de l'Afrique. Alors, voilà, le livre, vous n'avez pas besoin de l'acheter. Vous partez sur le site de l'UNESCO. Partez sur le site de l'UNESCO. Je pense que vous voyez le site de l'UNESCO. Et sur le site de l'UNESCO, vous avez des collections. Vous voyez ici, là? Vous avez l'histoire générale de l'Afrique en 8 volumes. Là, c'est volume 10 même. Afrique, non, l'histoire générale d'Afrique, c'est là. Vous voyez là?
Et vous pouvez, par exemple, mettre dans toutes les langues. Je vais prendre, par exemple, la première version. La version est là, version abrégée du volume 1. Volume 1, méthodologie préhistorique africaine. Ça, c'est la version globale. Quand je clique sur lire ici, vous voyez, c'est en anglais, en arabe, en chinois, en français. Et vous cliquez sur français. Vous cliquez sur français, le livre est en train de s'ouvrir. Voilà, je vais vous montrer là à côté. Donc, pour vous dire que vous n'avez même pas besoin d'acheter, à l'UNESCO, l'histoire générale de l'Afrique est accessible au commun des mortels. Regardez, Histoire générale de l'Afrique, premier volume, méthodologie et préhistoire africaine. Le livre est là, le livre a 847 pages et ça vous parle de l'histoire générale de l'Afrique. Lisez au moins, faites au moins sombre. Et ce livre que vous voyez, cher Zolampangi, a été là, directeur du volume 1, c'est qui? C'est Kizerbo, que nous connaissons tous, notre grand frère, notre grand maître, hein, notre aîné. Vous avez les chapitres sur Cheikh Anta Diop, vous avez tout ça ici, là. Là, c'est chapitre 1. Donc, évolution de l'histoire de l'Afrique, on parle du métaux, on parle de comment on a avancé, les sources écrites antérieures au... Oh non, l'Afrique n'avait pas eu des écritures. Non, 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 vous n'avez pas lu. Allez lire l'histoire générale de l'Afrique, c'est gratos. Vous pouvez le télécharger. Vous voyez là, le bouton qui est ici, là, c'est pour télécharger. Vous le mettez sur votre ordinateur, il y a 800 pages. Tu prends ta famille, tu prends tes enfants, vous vous asseyez et vous bossez. On dit que non, c'est pas écrit. Tout est écrit. Cheikh Anta Diop, les Kizerbo, les grands ont travaillé pour nous. Nous sommes la nouvelle génération, mais là, je vous parle volume 1. Vous voyez, là, c'est volume 1. Mais comme je vous l'ai dit, si vous repartez, vous avez tous les volumes jusqu'à volume 8, je pense, et vous pouvez tout lire. Donc, souvent, je dis souvent au Mpangi que vous ne pouvez pas dire qu'on ne sait pas. Non, aujourd'hui, on sait. Les livres ont été écrits. Cheikh Anta Diop et son équipe, les Kizerbo, les maîtres ont laissé les documents. Un livre de 800 pages, ce n'est pas un livre, n'importe quel livre. Ça, c'est volume 1. OK? Alors, je précise en passant, je reviens ici, vous allez constater une chose encore, c'est que au niveau de l'UNESCO, vous avez la version abrégée et la version globale. Vous voyez, par exemple, ici, version abrégée, volume 2. Donc, quelque chose de rapide à lire. Et puis, vous avez la version 2, Afrique ancienne. On vous dit que nous étions des pharaons, nous étions les Noirs. Tout est écrit. Si vous prenez volume 2, Afrique ancienne, ici, ce n'est pas caché. Regardez, ce n'est pas caché. C'est parce qu'on ne veut pas lire. On ne veut pas lire parce qu'on ne comprend pas la conscience historique dans le monde de la spiritualité. On ne se rend pas compte que si tu ne lis pas ton histoire, tu ne connais pas ton histoire et que tu ne sais pas qu'est-ce que tes ancêtres ont fait dans l'histoire, voilà. Ça, c'est volume 2. Vous voyez la tête là? Vous voyez la tête? Voilà, ça, c'est volume 2, Afrique ancienne. Et dans volume 2 d'Afrique ancienne, regardez, je vais descendre ici. Combien de pages? Donc, les livres sont gratuits, produits gratuitement. OK, ça est là, tout est là. L'histoire générale de l'Afrique. Je vais baisser un peu le... Voilà. L'histoire générale de l'Afrique, Afrique ancienne. 887 pages à lire. Champagne, vous imaginez la taille du bouquin, n'est-ce pas? Et dans ce livre-là, si vous prenez par exemple les chapitres, voilà, vous avez ici chapitre 1, Origine des anciens Égyptiens. C'est écrit par Cheikh Anta Diop lui-même. Chapitre 2, l'Égypte pharaonique, Aboubakar, l'Égypte pharaonique, société, économie et culture. Yoyot. Oh non, mais en fait, l'économie africaine, Champagne, c'était fini, on a écrit, on a mis en ligne. Relation de l'Égypte avec le reste de l'Afrique. Les livres sont là et les chapitres sont là. Les legs de l'Égypte pharaonique. D'où viennent les Bassa? D'où viennent les Bamileke? D'où viennent les Congo? D'où viennent les Yoruba? Tout est écrit déjà. Ils ont mis, l'UNESCO avait validé, ils ont fait la conférence internationale. Les autres disent, bon, ok, on arrête avec nos bêtises. Sauf que ces bouquins ne sont pas publiés sur le continent, dans nos universités, dans nos écoles. Chapitre 8, la Nubie, trait d'union entre l'Afrique centrale, donc le Congo que je vous parle tous les jours, et la Méditerranée. Facteur géographique de civilisation. Vous avez la Nubie avant Napata, 3100 avant notre ère. Charles Lampangi, l'empire de Couche, Napata et Meroé. Tout ce que nous dit l'histoire, c'est la christianisation de la Nubie. Comment on nous a mis le christianisme en Afrique? La culture pré-aksumite. C'est l'UNESCO. L'UNESCO s'occupe de l'éducation planétaire.
Vous avez des volumes comme ça écrits, gratuits, 800 pages à votre disposition. L'Afrique orientale avant le 7e siècle. L'Afrique, comment l'Afrique est partie pour construire la Chine. Comment l'Afrique a fait pour construire l'Inde. Et je vous précise, en passant, pour terminer, que tous ces livres ont été écrits après la conférence du Caire au Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga, je pense qu'on continue l'histoire, devant le comité des égyptologues. Après, il y a eu des conférences internationales pour la rédaction de ces bouquins qu'on voyait là. 800 pages, 800 pages. Oui. Ils ont fait ça à l'UNESCO, donc à l'ONU. Les Japonais, les Coréens, les Chinois, les Russes, les Français, tout le monde est venu avec des rouleaux volés pour dire, OK, pardon, on demande pardon. Bon, nos ancêtres avaient volé, on vous remet quand même. Ils ont remis les rouleaux. Les Kizerbo, nos papas ont récupéré les textes avec les Japonais. Vous allez voir que dans les textes, il y a des Japonais qui ont écrit, dans les livres, là, chapitre écrit par Tataka, chapitre écrit par Qing de Chine, sur l'histoire de l'Afrique en Chine. Mais c'est au moins ça. C'est pour cela que j'ai voulu vous parler du retour de l'âme. 8 volumes, je pense. Vous voyez, il y a 8 volumes. Parce que moi, j'ai 8. Je ne sais pas si j'ai vu 10 là. Je pense que c'est un nouveau livre qu'ils ont mis en ligne. Je vais continuer à écrire. Mais à l'époque, là, 8 volumes. Tu rentres dedans, Champagne, 800 pages par volume, tu sors de là. Mais non, mais quand le musulman va te dire, oui, mais en fait, l'islam, tu dis, calme-toi. Okay? L'UNESCO, de l'aveu même de vous-même, les Arabes, écrit dans l'origine de l'islam. Et là, tu seras choqué. C'est pour ça qu'on va des débats à l'extérieur, que les gens disent, je vous ai dit dans le Kimuntu, on ne débat pas. Non, on ne débat pas. Parce que pourquoi veux-tu que je débatte avec quelqu'un qui n'a pas lu les 8 volumes de l'histoire générale de l'Afrique de 800 pages? Et tu as lu ça ou non? Je ne débat pas avec toi. Oh non, j'ai dit, je ne débat pas avec toi. Va lire d'abord les 800 pages. Et tu reviens. C'est pour ça que je peux parler de Hannibal. Parce que ça ne tombe pas du ciel, l'Empangui. C'est écrit. Les Russes ont écrit l'histoire de l'Afrique dans les 8 volumes. Ils ont écrit Hannibal. Puisque j'ai dit, mais c'est chaud. Le game devient dur. Vous avez même les impératrices des reines de France noire. Mais c'est écrit. La France a dit, bon, pardon. Il y a que des pardons dans le livre. Hein. Professeur Intel, le Collège de France demande pardon. Demande pardon. Mais après la mort de Cheikh Anta Diop, après la mort de Kizerbo, le grand sont partis, n'est-ce pas? Théophile Obenga est toujours là. Mais après la mort de Cheikh Anta Diop surtout, les livres ont été mis de côté. Les livres sont à l'UNESCO. Quand tu parles avec un occidental, il va te dire, Nswadi, ne dites pas que nous sommes méchants. Si vous ne lisez pas, ce n'est pas notre faute. Je dis, ouais, tu as raison. Là, tu as marqué un point. Il dit non. L'Occident, l'Orient, l'Asie a accepté l'histoire de l'Afrique officielle, légale. On vous a mis ça dans les bouquins. L'UNESCO l'a publié gratos. Si vous ne lisez pas, ce n'est pas de notre faute. Et moi, je dis, ouais, tu as marqué un point. Ah ouais, c'est pas de ta faute. Charles Olampangui, m'attends à vous. C'était en effet votre tout monde soit d'équipe basée. Que ces connaissances nous permettent de revenir à ce que nous sommes réellement pour que nous puissions avancer avec bonheur, efficacité et détermination. Tonde Mamingi, Maman Simon, je te remets l'antenne et que l'histoire puisse nous libérer des chaînes de la malédiction transgénérationnelle dans laquelle notre peuple se retrouve. Zola Tonga Simon, Maton. Zola papa, matondo mamingi, matondo infiniment, parce que après ça, hein, c'est chaud, on ne peut plus rien dire. Ah oui. Là, c'est chacun, nous devons accepter qu'il faut vraiment se réveiller. Il faut que chacun prenne son bâton de pèlerin et qu'on s'éduque. Mais ça nous rappelle aussi que, en fait, en tant que parents, surtout pour nous autres, il est temps que chacun éduque les enfants en fait à la maison, qu'on n'attende pas seulement le système scolaire, disons officiel partout, parce que même en Afrique, nous, le système est occidental, hein, même chez nous, le système éducatif est occidental. Donc actuellement, l'histoire que l'école donne aux enfants, c'est une autre histoire. Donc maintenant, ce que moi je comprends de cette éducation, il est temps que les parents prennent le devant pour éduquer les enfants, en fait éduquer nos enfants, en attendant que nous construisons que nous reprenons le contrôle en fait dans nos cités de l'éducation en fait contemporaine, quoi. Ce serait un peu difficile. Donc,
de laisser que l'État, que le système puisse éduquer les enfants. Effectivement, maman. Je ne sais pas si Mbote Angashina, qui est sur le podium, je ne sais pas, Mbote Maman Oli, je ne sais pas si tu as une question avant que nous ne laissions tout le monde. Mbote Maman. Beauté. Merci. Vous m'entendez là, c'est bon? C'est bon. Oui, on entend bien, maman. Beauté tout moi pour ce découvrir dans les bibliothèques. Je ne vais pas être très long puisque bon voilà. En fait, parents lecteurs, enfants lecteurs. L'enfant reproduit beaucoup plus facilement ce qu'il a vu que ce qu'il a entendu. Okay? J'ai eu cette chance d'avoir des parents lecteurs. Et puis, il y a tellement de choses qui sont cachées dans les livres, c'est clair. C'est clair. Ne serait-ce que la fameuse Biblia, là, qui a au moins, je crois, 144 livres à l'intérieur. Quand nous sommes dans la phase de colère, fâché, là, au tep, on est fâché. L'une des premières pensées, idées, c'est de prendre la Bible et de la brûler. Non. Faut pas la brûler. Ok, faut décortiquer avec les nouvelles connaissances en tout cas, parce que effectivement, comme on dit chez nous, tant fait en temps qu'il était temps. Tout ce qui s'est passé, c'est consigné dans des livres, et nous devons aujourd'hui récupérer les cousins, tout le monde confondu, parce que je suis plus dans Mélano, le Codo, jaune, vert, rouge, marron. Voilà, parce que c'était le jeu. Et puis il y a la loi du consentement. Tout est dit, tout est écrit, et les films aussi, les films des initiés, tout est dit. Puis je dis une dernière chose, Kali a été représenté par la couleur bleue. Okay. Alors que Kali est noir. Et chez nous, en Martinique, quand tu étais très foncé de peau, donc moi j'étais affublée de ça, on te disait tellement t'es noir, t'es bleu. Une des ruses, voilà. Tout remettre à l'endroit, ce qui a été mis à l'envers. Ne rien rejeter, prendre, manger, digérer, et puis pour pouvoir rayonner. C'est ce que je devais partager. Mais les livres, c'est important. Matondo tout moi. Matondo à toi, maman. Matondo Enga Oli, est-ce que Matondo China. Est-ce que tu aurais une question? Matondo pour le chamboulement, le voyage multidimensionnel. J'ai été vraiment choquée positivement, parce que tous les érudits que tu as cités, je connaissais pas. Et à chaque fois, on découvre. Même quand on est déjà au moins sur le chemin, on se rend compte que le chemin, il est long, mais comme tu l'as dit, papa, on commence déjà au moins à semer la graine dans nos enfants et ils vont continuer l'œuvre. Et Matondo pour les outils, sincèrement, Matondo, ça fait chaud au cœur, parce que pour nous qui avons vécu le système qu'on vit encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. Un petit Kaboula, c'est que on dit tantôt peut-être que les Noirs, ils n'aiment pas trop lire. Mais moi, pour mon constat, c'est ce que j'avais fait, c'est que adolescent, à force de nous raconter les exploits des autres, on a fini par ne pas aimer le cours d'histoire. Et c'est lorsqu'on reprend son histoire, les programmes, par exemple, les parents qui ont peut-être ce don de savoir enseigner ou transmettre cette histoire-là, ils reprennent le dessus, ces qualités-là reprennent le dessus lorsqu'on est dans son histoire. Donc, moi, je pense aussi que, voilà, c'est certes difficile de se mettre à jour, mais avec les outils qu'on a aujourd'hui, on va faire tout ce qu'on peut. Comme les mamans ont déjà dit et tu nous as dit toujours, on va commencer à la maison et chacun, où qu'on soit, avec son talent, doit mettre tout ce qu'il faut en jeu pour pouvoir rétablir l'histoire pour nos enfants. Matondo pour ça.
Matondo Mamingi. Matondo Mamingi, Atuanga Oli, Matodonga China, Matodonga Simo. Effectivement, je pense que vous constatez par vous-même que tout est écrit comme disait China. C'est-à-dire qu'en fait, rien n'est caché. C'est ça qui est triste, en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que, vous voyez, lorsque je vous parle à travers le Kimuntu, je n'aborde pas les choses comme « Ah oui, on nous a détruits, mais on est perdu, on ne sait pas quoi. » Non, non, non. Vous voyez que je n'aborde jamais les choses de cette manière. Parce que je me dis, mais ils ont écrit. Si vous ne voulez pas écrire, vous n'écrivez pas. Hein, parce que vous les connaissez. Ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Donc, ils pouvaient ne pas écrire. Et vous restez comme ça. Sauf que c'est écrit. Parce qu'il y a des pardons. Hein. Il y a des vrais pardons tous les jours. Des pardons, pardons. Mais il parle à qui? Il parle à des gens qui ne lisent pas, donc qui ne connaissent pas. Et la majorité des nôtres ne lisent pas. Et quand tu ne lis pas, tu es dangereux. Parce que tu ne connais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement. Vous comprenez bien que aujourd'hui, quand tu croises un Russe et que tu veux parler avec lui, maman au lit, tu as une copine russe en Belgique ou en France, vous pouvez me parler de Pushkin, tu dis, oh, mais tu connais Pushkin. En fait, tu seras choqué que vous avez un point commun sur quelque chose que eux, ça les fascine, parce que c'est leur histoire. Vous voyez, c'est leur histoire, mais c'est le pont de ton histoire aussi. Donc, à partir de là, tu fais des choses différemment. Là, je vous ai parlé des grandes figures qui ont fait des civilisations. Mais il y en a encore beaucoup il y en a beaucoup dans la biologie, la mécanique. Vous voyez, donc, cher Zolampangi, vraiment, on parle spiritualité à travers le Kimuntu. Mais vous savez que le Kimuntu est fondé sur les Makuku, Matata, Nsaku, Mpanzu et Nzinga. Le monde spirituel, Nsaku, même le monde spirituel, vous devez connaître l'histoire spirituelle des guides de notre peuple. On ne peut pas être un peuple, nous pratiquons les techniques, nous faisons les libations. Question, qui a modernisé la libation de la tradition africaine? Je vous assure, il y aura des personnes, vous allez être étonnés. Lorsque vous faites le vaudou aujourd'hui, les gens pratiquent le vaudou, mais beaucoup ne savent pas d'où ça vient, comment c'est venu, qui a fait quoi. Et pourtant, c'est écrit, hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est écrit. Celui qui a déployé le vaudou a écrit ça. Il a donné aux futures générations. Sauf qu'aujourd'hui, on pratique le vaudou. Les gens se font initier en une journée, 2 jours. Ah oui, je suis initié. Alors que les gens ont fait 30 ans d'études. Je parlais avec des aînés, même avec Mbomba Sang. Le grand me dit, mais si on leur montre ça, ils auront peur de se rapprocher de la tradition. Voilà pourquoi on simplifie cela. Et moi, j'ai dit à l'aîné, non, on peut simplifier comme tu dis. Mais il y a un problème. C'est qu'il va penser que c'est facile, c'est simple. Il va penser que le bout que tu lui as donné, c'est le seul bout qu'il a. Non, tu lui montres d'abord qu'il y a 8 volumes de 800 pages. Déjà, il a mal à la tête. Mais au moins, il sait. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui a écouté le Kabbalah aujourd'hui va se dire, avant de parler, il faut que je vérifie d'abord dans les 8 volumes là, si ce que je vais dire n'est pas déjà dedans là-bas. Peut-être que je vais me... Vous comprenez? Parce que si tu sais que ça a été écrit par tes anciens, si tu sais que tes aînés l'ont écrit, tu auras du mal à faire des bêtises, à te sentir inférieur, parce que tu connais des trames de l'histoire, tu connais des choses que certains n'ont pas accès. C'est pour cela que les Mpangui, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Conscience historique dans la spiritualité, Nsaku. Conscience historique dans le monde matériel, l'histoire de la vie, des peuples, des royaumes, des civilisations, Mpanzu. Conscience historique des leaders. Depuis Nzinga, depuis les grands maîtres, depuis les Bantino, il faut étudier chacun, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a porté, qu'est-ce qu'il a fait, Vous serez étonnés. Étonnés de voir comment, par exemple, le domaine des enfantements, comment enfantaient les femmes avant l'esclavage. C'est écrit. C'est bizarre, c'est écrit. Comment, alors, on a un débat sur la circoncision. Ah, les hommes africains se circoncisent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est écrit. Qui a fait, pourquoi ils ont mis ça en place? Tout est écrit. Pourquoi l'Afrique subit l'excision des femmes? C'est écrit. On vous explique comment ils sont rentrés chez nous, comment ça a commencé, quelle date ça a commencé, qui a donné l'ordre que ça commence. Chers Zolampangi, et une fois que vous connaissez votre histoire, vous verrez que vous allez pratiquer la spiritualité en conscience. On va vous parler de la géométrie sacrée. Quand je parle de Kinshinisu, géométrie sacrée. Ah oui, attends, les Africains aussi ont géométrie sacrée. Mais c'est né chez nous. Parce que vous pensez que le temple d'Osiris, c'est tombé de la nuit. Parce que la fleur de vie qu'on utilise, que ce soit la fleur de vie métatronique et la fleur de vie à base de douce, les deux sont gravés en Afrique jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous connaissez l'histoire africaine, vous allez dire, oh, mais le tétraèdre, l'icosaèdre, le dodécaèdre, toutes les figures géométriques dites de Platon, c'est tout né après.
C'est comme quand vous dites le théorème de Pythagore, A carré plus B carré égale à C carré. Théorème dit de Pythagore. Mais il y a un problème, c'est qu'on a construit les pyramides avec les angles droits. On appliquait le théorème dit de Pythagore avant Pythagore, 3000 ans avant. Si tu connais l'histoire de l'Afrique, tu ne pourras pas dire théorème de Pythagore, c'est théorème de Thalès, c'est injurier des ancêtres. Puisque les gens l'ont développé il y a 3000 ans. Vous n'avez jamais entendu parler de mathématiques africaines? Ça existe, hein? Nous avons les mathématiques en Afrique. Et les Pangés, est-ce que vous savez que les Éthiopiens actuels, aujourd'hui d'Addis Abeba, n'utilisent pas les mathématiques comme vous, là, nous, les colonisés, nous utilisons. En Éthiopie, on ne compte pas comme nous. Les multiplications éthiopiennes, ce n'est pas la table de multiplication à la française. Faites au moins semblant d'apprendre. Faites au moins semblant de prendre votre billet, faites un tour à la Libella en Éthiopie. Faites au moins semblant d'aller voir. Semblant, oui. C'est vrai qu'on aura mal à la tête, parce que cramé. Mais, cher Zulampangui, avec les enfants, l'impact sera différent. Tu amènes tes enfants en pèlerinage dans des pays comme l'Éthiopie. Tu les montres des choses que les communs des mortels. On ne montre pas à la télé, on ne peut pas montrer à la télé. Parce qu'on vous dit que non, l'Afrique n'a pas d'écriture. On a tout brûlé, mais l'Éthiopie a encore son écriture. Moi, si j'étais vous, écoutez-moi bien. On devait aller en Éthiopie apprendre le Guess. En fait, apprendre l'écriture éthiopienne. Non, mais attendez, nous avons sur le territoire un peuple qui a une écriture. Mais pourquoi vous ne l'étudiez pas? Pourquoi on pleure, en fait? Vous n'avez jamais vu la Bible éthiopienne, hein? La Bible éthiopienne n'est pas la Bible française. Hein? Ça n'a rien à voir. Hein? Alors, Jésus, c'est parce qu'on nous a... Nous pensons que le Jésus dont parlent les autres, c'est le même Jésus que les Occidentaux parlent. Non, chers Zampangis, il y a des variantes différentes. Il y a des chrétiens de Chine. Vous savez qu'en Chine, il y a des chrétiens, beaucoup de chrétiens. Des millions de chrétiens. Vous pensez que leur christianisme, c'est le christianisme parisien? Non, chers Zampangis. D'où vient donc ce christianisme-là? Le Keri Shecheta, ce fameux christianisme osirien, le culte solaire égyptien. Mais le problème, c'est que nous avons été colonisés. Nous pensons qu'on parle de la même chose. Non, on ne parle pas de la même chose parce qu'on a un manque d'informations. Matondo, maman Simon. Matondo à vous tous. Matondo, papa, Matondo, maman. Et puis on se retrouve. Matondo. Zola, Matondo, papa. Vraiment, Matondo. Et juste avant que tu partes, je voulais juste te dire un petit kaboula. Pendant la Black History Month, il y a une Pangui de l'école qui a fait un kaboula sur le papa de tout à l'heure, de la Russie, Hannibal. Donc, c'est dans l'historique de l'école sur la fédération. Ceux qui veulent peuvent l'écouter. C'était aussi un travail. Donc, tu nous as amené à l'école, déjà pour ceux qui sont à l'école, à faire des recherches et à ce que tu dis là, tu nous le dis depuis très longtemps, et de faire des recherches sur ce que nous sommes. Matondo encore pour ce rappel, papa. Matondo, vraiment, Matondo Mamingi. Et c'était très, très, vraiment un rappel encore aujourd'hui à l'ordre. Matondo. Et puis, Zola, maman. On se retrouve donc le mardi prochain. Mboté, moi, une petite question. Mboté, ça faisait longtemps. Zola, je voulais vous dire que j'ai écrit un livre. Enfin, c'est un petit livret de 44 pages. Comme vous le savez, moi, j'aime simplifier. Donc, il est facile à lire et je voulais avoir votre jugement dessus parce que c'est très spirituel et c'est basé, entre guillemets, sur les enseignements que j'ai appris de chez vous et notamment ceux que j'ai pris aussi des rêves. Et je voulais voir sur quel mail je pouvais vous envoyer le fascicule. À la fédération, alors le mail c'est info@fédérationkimuntu.com. Info. Ok. Voilà, @fédérationkimuntu.com. Matondo, papa. Je vous laisse le plateau pour vous échanger, parce que moi j'ai d'autres programmes. Et puis, on voit cela à la fédération. On a beaucoup débordé aujourd'hui. Hein. Il est presque 15 heures déjà. Matondo, je vous laisse alors. Matondo, papa. Non, parce que dans le Mboté maman, Simon, Mboté, Ngaoli, j'ai écrit un livre qui m'a été soufflé pour, comment dire, comme vous avez dit, on a des problèmes de lecture. Et moi-même, même si je suis à l'université que je lis, j'ai toujours ces difficultés-là de lire. C'est-à-dire, je vais lire 5 pages, je vais m'endormir. Mais après, avec le courage, j'arrive à terminer le livre, mais j'ai pas cette facilité de lecture. Et quand le professeur, il parle oralement, j'ai plus facile à retenir. Même les enseignements de tout, moi, c'est souvent, comme je le disais, c'est dans les kaboulas que moi, j'ai plus facile à comprendre les choses que à travers l'écriture. Parce que le problème, surtout en français, c'est qu'on a des manières d'interpréter les phrases trop
trop de manières d'interpréter en fait les phrases aussi. Donc pour comprendre des fois le professeur, si je vais pas à côté de lui, je lui dis mais quand vous avez écrit cette phrase, c'était quoi? J'arrive pas à discerner réellement le vrai message qu'il met vraiment dans le syllabus ou bien dans le livre. Et comme tu sais, quand tu as dit aussi les livres qu'il a écrits, souvent on va les lire généralement en français. Je rencontre cette même difficulté-là. Mais ça ne m'a pas empêché de m'obliger, entre guillemets, à lire parce que je savais qu'il y avait des secrets, comme vous l'avez dit là-bas. Il y avait des choses qu'on n'apprend que dans les livres. Et au final, je suis content de m'être obligé, même si c'était difficile au début, d'avoir pu réussir à lire ces enseignements-là. Et aujourd'hui, maintenant, d'être quelqu'un qui lit et qui achète des livres. Mais ça a été une étape très difficile. Parce que moi, j'ai grandi en Afrique. Je suis arrivé en Europe à l'âge de 9 ans et c'était difficile de lire. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Ah oui, Mais c'est pour dire qu'il ne faut pas se décourager. Oui. Dans le système là-bas, quand on nous formate, il n'y a pas la lecture. Hein. On nous dit ce que nous on doit, on te dit ce que tu dois prendre et on te montre pas et en fait, on te dit même pas que tu as la possibilité d'aller rechercher certaines choses, d'aller t'éduquer toi-même. On te formate dans un moule bien carré et on veut te maintenir là-dedans. Mais aujourd'hui, avec l'école Kimuntu, comme tout le monde nous l'apprend, tout passera par cette lecture, par cette éducation, par cette recherche sur l'histoire. Et je rappelle encore, il n'y a pas que tout ce que tout le monde montre là. Dans chaque conférence que tout le monde a fait à l'école, il y a une conférence qu'il a faite sur la lecture secrète de la Bible. En tant que Kamite, on nous apprend, non, il faut jeter la Bible, il faut brûler et tout, mais ce n'est pas ce que l'école dit. Il y a une conférence qu'il a faite sur la lecture secrète de la Bible. Quand tu écoutes la conférence sur la lecture secrète de la Bible, là, non, tu vas vouloir lire la Bible. Parce que là, on te dit qu'il y a des textes très importants là-dedans qui nous donnent notre histoire, qui nous parlent en fait de la vraie histoire. Bon, maintenant, si tu ne sais pas lire, si tu ne sais pas comprendre, tu ne vas pas savoir. Tu vas rejeter en bloc. En fait, d'où vient la Bible en fait en tant que telle? Le Coran a été basé sur quoi? Comment est-ce qu'ils l'ont écrit? Toute cette histoire-là, en fait, c'est cette genèse-là qui va nous permettre, en fait, de savoir qui on est. Donc, comme tu le dis, Papa Matondo, c'est magnifique. Hein? Comme tout le monde le disait tout à l'heure, envoie le courrier à la fédération. La fédération va revenir avec toi. Et de l'occasion, j'informe tous les Mpangui parce qu'il y a aussi dans les commentaires les Mpangui qui parlent d'un Congolo lecture à l'école. Ah oui, il y a déjà certaines associations qui travaillent sur ce Congolo et on peut le généraliser au niveau de la fédération pour que beaucoup de Mpangui, d'autres contrées encore, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui ont beaucoup de Congolo et où il y a déjà des Mpangui qui travaillent qui ont déjà mis sur pied des Congolo communication, des Congolo lecture. Donc, il y avait même des Mpangui qui se sont mis en groupe pour essayer de créer des clubs où on pouvait s'échanger des livres à l'école. Donc, on va essayer de réactualiser tout ça pour que les Mpangui puissent échanger dans ce cadre-là. Donc, c'est magnifique, papa. Vraiment, c'est un esprit qu'il faut féliciter. Déjà, écrire soi-même, c'est ce que l'école nous conseille. Il faut écrire. Mais paradoxalement, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'aimais pas lire, mais j'ai toujours aimé écrire. C'est bizarre. C'est-à-dire que moi, j'étais déjà, par rapport, je faisais de la musique depuis mes 8-9 ans et j'écrivais déjà des textes. Donc, l'écriture a toujours fait partie de moi et même mes amis aussi. On était un groupe, hein. Ils n'aimaient pas lire non plus, mais on a toujours aimé écrire. On a écrit des chansons, on écrivait déjà des poèmes. C'est-à-dire que l'écriture, en réalité, est déjà en nous, j'ai envie de dire. Donc, on n'a pas vraiment un problème avec l'écriture. C'est-à-dire que, par exemple, mes neveux, maintenant, qu'est-ce que je fais? Avant d'aller dormir, j'ai dit à leurs parents, prenez un livre en main, lisez-leur des histoires. Parce qu'en fait, l'enfant, il aura dans son imagé que le parent, il a tenu un livre et qu'il a écouté une histoire avec laquelle il s'est endormi. Et ce sont déjà des manières d'apprendre à nos enfants à aimer la lecture. C'est une manière indirecte. Parce que nous, généralement, les parents, ils ne lisent pas aux enfants. En tout cas, je parle chez moi au Congo. En fait, c'est le formatage, papa.
Parce que ici, moi, je suis en Allemagne. Et en Allemagne, l'éducation allemande dit que pour qu'un enfant dorme, il faut qu'on lui lit un conte pour le sommeil. Donc, si l'enfant, pour qu'il aille au lit, on doit lui lire le Gute Nacht Geschichte. Ça veut dire l'histoire pour la bonne histoire, endormir. Donc, c'est comme ça que moi, ici, il fallait avoir déjà dans le jeune âge, il y avait des livres, déjà pour que l'enfant, il y a des livres spéciaux, des contes, et la majorité de ces contes viennent, en fait, à la longue, je me suis rendu compte que c'est des contes qui venaient de l'Afrique. Il y a beaucoup de livres en Allemagne. Il y a déjà, il y a les contes basés sur leur histoire aussi, hein, les contes des frères Grimm et autres. Et tous ces contes-là ici, il y a des livres faits spécialement pour amener les enfants au lit. C'est une culture. Tu vois, c'est à nous maintenant, chez nous, de réactiver notre culture. Déjà dans le temps, quand moi j'allais au village, on avait le soir, avant d'aller au lit, on se retrouvait dans la case de la grand-mère et on se racontait des histoires. On ne pouvait pas aller dormir sans se raconter des histoires. Ce n'est pas que ça n'existait pas chez nous avant. C'est l'occidentalisation de notre culture. En fait, là où on a quitté les villages, on est allé vers la ville, on a voulu se rapprocher de l'Occident, ce que tout le monde nous expliquait tout à l'heure. C'est ça qui nous a fait dévier de notre propre culture. Les histoires que moi, j'ai de ma tradition, c'était des contes avec des chansons. Hein. Aujourd'hui, je m'en rappelle très bien parce que pour moi, quand j'allais au village, c'était quelque chose de magnifique parce que je savais que le soir, autour du feu, à côté de la grand-mère, on va se raconter des histoires. Il y en avait qui vont te faire frissonner, mais après, à la fin, on te raconte toujours qu'il y a un protecteur. Et le protecteur, c'est qui? Moi, je ne comprenais pas l'histoire avant. Parce qu'on va te dire, il y avait la lignée des panthères, il y avait les lignées des rhinocéros. Et dans la lignée des rhinocéros, il y avait les rhinocéros qui vont sortir de l'eau, ou bien il y avait... Mais c'était des contes qui parlaient des différentes lignées de chez nous, qui parlaient de la lignée des panthères, de la lignée des ngouvous, et tout ça, c'était des contes. Maintenant, moi, ce que je comprends de l'histoire, il faut réactualiser tout ça. Et pour réactualiser tout ça, il faut connaître déjà ce qui est écrit, le réapproprier et aller vers ce qui est les contes, en fait, tout ce qui existait et qui existe encore chez nous et qu'on doit devoir se réapproprier. Je crois que maman China voulait dire quelque chose. Jean de La Fontaine, je crois que ça vient de Zèbre. Shakespeare, c'est une mélanoderme, une cousine noire. Enfin, tout ce qui existe a sa raison d'être. Donc, moi, je suis plus fâchée, hein, parce qu'avant, j'étais en colère. Ok, j'étais en colère avec là-haut, j'étais en colère. Mais en clair, c'est tout récupérer, c'est le même discours, ça change pas. Tout récupérer, gratter, un tout petit peu, hein, on n'a pas besoin de gratter. On voit que tout vient de plus grand que nous. Je vais dire ça comme ça, parce qu'il n'est pas, à un moment donné, bon voilà, quand on se réapproprie les choses, on a envie d'aller bastonner, de dire mais pourquoi vous nous avez menti? Et pour la psychologie humaine, il n'est pas bon de se faire rouler, on n'aime pas ça. Ok, l'enfant, tout, on n'aime pas ça. Mais vous m'avez menti, c'est quoi ça? Non, non. Ok, on capture, on est captivé et on redistribue les choses. Alors concernant le fait d'être inintéressé par la lecture, je vais dire que je vais être chauvine. Nous ne sommes pas n'importe qui, d'accord? Déportés, sortis des temples et tout. Et c'est juste que nous ne sommes pas intéressés par ce qui nous est proposé. La nourriture, le menu, là, ok, le frère. On n'aime pas ça. Parce que, au fond de nous, inconsciemment, subconsciemment, on ressent qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a anguille sous roche. Et nous sommes désintéressés. Parce que, ce qui nous est servi est oxydé, hein, occidentalisé. C'est oxydé, on n'est pas intéressé. Mais quand nous mûrissons, nous grandissons, nous comprenons que nous pouvons prendre avec les mêmes ingrédients
et refaire à notre propre sauce. Surtout si on aime la vérité, avec l'esprit critique et tout ça. Donc, ne rien rejeter, tout accueillir et nous découvrons. Nous découvrons les subterfuges, mais il ne faut pas oublier que c'est un jeu. Hein. C'est un jeu. Donc, dans ce jeu, il y a des lois, la loi du consentement, voilà. Et puis, au fur et à mesure, mais ça va aller. Tanguy Foueni, le temps est arrivé. Et même si nous passons, mais nos enfants qui arrivent, on voit bien qu'ils sont différents. Ils arrivent avec notre levain, d'accord? Ils sont vraiment prêts, quoi. Une dernière chose, et puis je vais aller travailler. Pour endormir les enfants, ça, je l'ai entendu et je trouve ça très joli, très poétique. Pour endormir les enfants, nous leur racontons des histoires. Mais pour réveiller les adultes, il faut leur raconter d'autres histoires. Voilà. Ah oui, maman, Matondo, Mamingi, il faut leur Matondo. Matondo, maman. Matondo à toi, maman. Matondo, Mamingi. Ngaoli, qu'est-ce que tu... maman. Matondo. Oui, je disais que j'ai rebondi sur ce que Papa Kamaï disait, parlant de le manque d'engouement pour la lecture. Je crois que t'es pas le seul, il y a beaucoup. En tout cas, pour ma part, c'était un cas particulier parce que, comme maman Chine dit, les enfants reproduisent ce que les parents font. Et toute petite, j'ai toujours vu papa tenir le livre, même si c'était cette Bible-là qui était, on peut dire, on va dire, l'unique livre, si on donnait une certaine référence, c'était toujours ce livre-là. Mais le simple fait de le voir tout le temps assis, tenir ce livre-là, m'asseoir à côté de lui, lui poser des questions, j'étais très curieuse, pourquoi ci, pourquoi ça, je l'embêtais vraiment bien. Pourquoi, en fait, par exemple, pourquoi dans la Bible, on parle que de l'histoire des hommes, ils n'avaient pas des filles, papa, et tout ça. Donc, en fait, je l'embêtais bien. Mais même si c'était pas des livres qui, quelque part, nous guérissaient, qu'on nous enseignait à l'école, le fait de voir le parent à la maison lire, l'enfant prend directement goût à la lecture. Automatiquement, voilà, je suis devenue une amoureuse de lecture et je ramassais tout. Et lui-même, papa, quand il avait l'occasion, il achetait beaucoup d'autres livres. Parce que toutes les histoires des Grimm et tout ça, les contes, nous, on les a découverts dans les livres, mais à la maison, c'était pas des livres d'école, quoi. C'était des livres que lui, il achetait. Et même si c'était en anglais, hein, toutes les langues, de toutes les façons, bon, nous, on a subi la colonisation britannique et autres, la française, donc on parle les deux langues à l'école. Donc, il achetait tous ces livres-là. Et le fait de lire comme ça, là, constamment, l'enfant prend automatiquement goût. Et je me rends compte que, qu'est-ce que je constate quand on arrive, on est adolescent au lycée? Je me rends compte que pour les filières généralement scientifiques, les adolescents n'ont pas de goût pour l'histoire. C'était une matière qu'à la limite, voilà, on avait envie de partir de la classe. Et avec toutes les analyses et tout mon vécu, je me rends compte que non. En fait, c'est pas qu'on n'aime pas l'histoire, c'est parce qu'à force de nous laver le cerveau avec l'histoire des autres, on finit par perdre goût à l'histoire. C'est pas normal qu'un enfant parte de chez lui. Il a vu son père, sa grand-mère, peut-être il va au village, il rencontre les grands-parents. Dès qu'il est à la maison, il est avec ses parents. Mais dès qu'il sort de la maison, tout l'environnement extérieur ne lui parle que des autres. Que ce soit dans le domaine religieux, on va nous parler des autres. À l'école, on nous parle toujours des autres. À un moment donné, je pense que, comme aujourd'hui, tout le monde nous a montré que la lecture, c'est une guérison. Lire, c'est guérir son ADN. Donc, à ce moment-là, on détruit notre ADN. Donc, nos enfants qui vont à l'école ou nous autres qui avons été à l'école, enseigner à l'histoire des autres, c'est les moulots qui nous détruisent l'ADN. Donc, quelque part aujourd'hui, même si on a été détruit,
on voit que c'est vraiment un impératif crucial de faire comme les mamans ont dit, hein, et comme papa lui-même, il a dit, papa Kama, de faire cet effort-là, et c'est ce que tu as fait, ma papa, mais bravo pour ça, de faire cet effort-là d'amener nos enfants à la lecture, de trouver des astuces. Et je dis encore félicitations pour les groupes de lecture, pour les groupes de lecture qui sont déjà faits à l'école et tous les groupes, les parents qui sont dans cette lancée-là, vraiment félicitations et félicitations aussi à toi pour l'écriture. Voilà, en tout cas, j'ai rencontré notre partenaire d'écriture. J'adore l'écriture. Et voilà, peut-être à force de travailler comme ça, on trouvera des astuces pour voir comment filtrer ou bien mieux se rassurer que ce qu'on transmet ne soit pas non plus biaisé, parce que nous, on a été quand même biaisés. Et je pense que, papa, quoi qu'il arrive, on est sur le bon chemin. Et vraiment, Matondo, pour les partages ici, je vois qu'on est de toutes les façons, on s'est déjà tous rendu compte de l'importance de la lecture. Je crois que toute personne qui est sur le Kisal ou Kimuntu s'est déjà rendu compte de l'importance de la lecture. Et aujourd'hui, avec l'émission Malongi, je vois plutôt l'axe spirituel derrière ça. Ça renforce encore l'importance de cette lecture-là, côté guérison de l'ADN et connexion au Bakulu. Donc, vraiment, Matondo. Matondo, maman, ça fait plaisir. Matondo, ça fait plaisir. Mais moi, par exemple, pour le livre, il s'appelle Zola Yabomoy. Et c'était quelque chose que j'avais déjà en moi. Et ce livre-là, en fait, comment dire, par rapport à la pensée actuelle, il va déranger. C'est pour ça que j'avais peur de l'envoyer, de le sortir en écrit. Mais au final, je me suis dit, s'il est en moi, c'est qu'il doit sortir. Et quand il est sorti, les personnes qui l'ont lu, ils m'ont dit directement, mais ce que tu proposes, c'est bien parce que c'est nouveau et c'est facile à lire, en fait. Et je ne prends pas parti. Je ne dénigre pas les autres, je ne prends pas parti. Et cette neutralité, c'est ce qui intéresse les lecteurs, en fait. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, nous, si on sent que l'histoire elle est contre nous, on ne sera pas tenté de vouloir apprendre ou lire. Tandis que là, dans le livre, j'ai vraiment essayé d'être le plus neutre possible, même si c'est difficile. Hein. Mais c'est vraiment, c'était le point central que j'ai cherché, c'est la neutralité, afin de ne pas prendre parti, pas prendre de camp, et de juste dévoiler comment je ressens le Zola et comment je l'ai vécu, et comment je le véhicule, et comment je le conçois. Ah, Matondo, papa, Matondo. Envoie à la fédération, moi j'ai hâte de découvrir. On a hâte de voir la suite. C'est que 44 pages. Et je ne voulais pas aller sur des gros livres. C'est comme tout le monde il a dit, même moi, si vous me donnez un livre de 500 pages ou un livre de 44 pages, moi-même, je vais être franc, je vais aller sur 44 pages. Ah, d'accord, papa. C'est une réalité. Après avoir lu les 44 pages, on peut prendre goût et lire les 800 pages. Donc... Voilà, mais dans les 44 pages, les gens qui l'ont lu m'ont dit, ils sont troublés, ils ont dû relire 2, 3, 4 fois, et à chaque fois qu'ils le relisaient, ils avaient une nouvelle inspiration. C'est-à-dire que c'est 44 pages, mais chaque lecture est nouvelle. C'est pas 44 pages qui restent la même chose. Matondo. Je crois que là, nous allons à la fin de notre Kabula. Je vais rappeler Mpangi de se rapprocher du groupe Malongi sur le site de l'école, sur kimonto.com, pour obtenir les pratiques, parce qu'il y a des pratiques qui devaient être publiées aujourd'hui, tout le mois à partager. Donc, ce sera mis sur le site Malongi, sur le site de l'école. Donc, n'hésitez pas, n'oubliez pas de faire un tour et d'avoir accès au PDF. Parce que tout ce qu'il nous a proposé, il n'y a pas de fatalité, donc il y a toujours une solution. Et tout nous propose beaucoup de solutions, beaucoup de pratiques pour pouvoir transmuter notre réalité. Donc, je vais demander à chacun de dire quelques mots de fin. Donc, je commence par toi, papa. Qu'est-ce que tu nous dis, quelques mots pour clôturer ce Kabula? Je clôturerai ce Kabula en remerciant la vibration du Zola de nous réunir dans une réalité qui nous ressemble plus, qui nous rassemble,
qui nous unit et qui nous permet de comprendre l'autre qui est différent. Parce que la différence de l'autre fait ce que nous sommes. Et c'est la somme de cette totalité qui fera un monde meilleur. Matondo. Matondo, papa. Matondo, Mamingi. C'est magnifique. Maman China? Alors, moi, je dirais stop aux bonnes pleurnichards. Donc, je répète ce que tout le monde a dit il y a quelques temps. On arrête de pleurer. C'est bon, ça va. Si tu es attaqué, mais attaqué, ça veut dire que tu dois être bien fort, bien costaud. Donc, réveiller ça. Et puis, réveiller, moi, j'avais inventé, parce que j'aime beaucoup écrire également. J'écris sur tout. Et réveiller le mode écriturienne. Donc, c'est un mot que j'ai pas inventé, mais bon, c'est une inspiration. Le mode écriturien et écriturienne. Voilà. Ah oui, c'est ça, maman. Comme tout le monde nous l'a dit aujourd'hui, hein, il faut aller dans notre ADN, activer ce que nous-mêmes vous avons besoin, ce qui est important. Ne pas laisser que ce soit les autres qui activent en nous ce qui n'est pas bon pour nous. Donc, nous avons tout en nous. Comme papa Kama le disait tout à l'heure, il aime écrire, il ne sait pas pourquoi. Nous, tout est en nous. Hein? Donc, activons en nous ce qui est magnifique, en fait, ce qui a toujours été en nous, ce qui est bien pour notre évolution. Donc, allons activer dans notre ADN ce que nous voulons manifester. Et c'est ce que l'école, par ce Kaboula et par tous les cours que nous apprenons à l'école, c'est ce que l'école nous montre. L'école nous apprend comment aller activer ce qui est magnifique, ce dont nous avons besoin pour pouvoir transmuter notre réalité. Ah, Matondo, maman. Ngaoli, qu'est-ce que tu nous dis, maman? Pour clôturer, j'aimerais tout simplement mettre l'accent sur ce que tout moi a dit. Aller découvrir ce que nos Pangui de la même matrice, les cadeaux que les Pangui de la même matrice ont laissés sur Maman Toto. Allons découvrir pour nous nourrir. On a besoin de ça. Et nourrir notre communauté, c'est donner le Zola à notre communauté afin de pouvoir aussi donner le Zola à d'autres communautés. Matondo Mame. Magnifique, magnifique. Ah oui, allez découvrir ce que, en fait, c'est aussi un proverbe de l'école. Hein. Il nous dit, va chercher dans la tradition de l'autre ce qui est bon pour enrichir la tienne. Je crois que nous tous, ceux qui sont de l'école comprennent. Ah oui, maman Chine. Donc, ça sonne bien. Wadiafwa Ikadio. Ikadio. C'est joli, hein, c'est poétique. Ceux qui sont de l'école le comprennent. Prends ce qui est bien chez l'autre pour enrichir ta tradition. Parce que nous sommes tous un même peuple. Nous avons donc, comme il nous l'a encore rappelé aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'autre est à l'autre bout du monde. Nous sommes tous incarnés dans ce monde, donc nous sommes un même peuple. Allons et prenons ce que nous connaissons, pas pour enrichir ce que nous connaissons, pour mieux avancer. Vraiment, c'est aussi avec ça que je vais clôturer aujourd'hui. Donc, permettez. Je suis désolée. Vas-y, maman. J'aurais même... Maman China, vas-y, maman. Il n'y a pas de souci. Oh, Boulambo. Alors, enrichis-toi des autres traditions pour redécouvrir la tradition universelle, la tienne. La tienne. Moi, j'aurais même changé ça. Ah oui. Pas pour enrichir la mienne, hein, pour la redécouvrir et alimenter la tradition universelle. Qui est en toi, maman. Et puis, je me tais. Oui, pour enrichir ce qui est en toi, pour réveiller cette lumière qui sommeille en toi. Magnifique. C'est le titre du prochain livre de Maman China. Donc, je m'y attelle. Je m'y attelle. Okay. Matondo Amingi, c'est par ce dernier mot de Maman China que nous allons clôturer. Donc, Wadiafwa Ikadio.
Ça, c'est quelque chose que nous apprenons à l'école, ce que nous intégrons et qui nous fait beaucoup de bien. Et par ces mots, nous allons clôturer au nom de la source divine unique ce Kabula. Matondo à vous qui avez été là aujourd'hui. Matondo à tous ceux qui vont suivre par la suite. Zola, on se revoit mardi prochain dans le cadre de Malungi. Mais sinon, les autres jours, avec les nouveaux programmes que l'école propose, que la tradition Congo propose, n'hésitez pas, donc soyez alerte, regardez les diffusions et vous allez découvrir les nouveaux programmes que la tradition Congo va présenter. Matondo à tous et Zola, Zola, Zola. Voilà. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malungi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.